Ben moi, c'est ça, c'est Josée Dubois. Je suis ergothérapeute au programme des lésions médulaires à l'IRGLM depuis, en fait, anciennement à Lucie Bruno depuis 2009. Et puis maintenant, rendu à l'IRGLM depuis environ 3 années. Julie? Oui, même chose, hein. Je suis ergothérapeute aussi depuis à peu près 2009 au programme des lésions médulaires. J'étais à l'équipe de Lucie Bruno qui est maintenant localisée à l'IRGLM. Alors, c'est pas original, là. Voilà, donc je suis très heureuse de faire cette présentation avec Josée aujourd'hui pour vous. Oui, moi aussi. Et puis, juste pour vous dire qu'on n'a pas de présentation PowerPoint, donc ça se peut, moi, que j'ai des feuilles, que des fois, j'essaie de parce que j'ai besoin de mots-clés pour me ramener à ce que je veux, mes idées, les idées que je veux émettre. Donc, il va y avoir des petits moments où on va avoir des images là, que Julie va vous montrer, mais principalement, on va faire ça comme ça. Donc, d'abord, juste pour vous dire que les informations qu'on donne sont surtout tirées de notre expérience, de notre vécu comme professionnel, comme thérapeute, de nos observations. On est allé se documenter un petit peu là, pour avoir certaines statistiques, surtout sur un site là, du Toronto Consortium national de formation en santé, aussi sur l'INES, mais c'est principalement aussi nos collègues qui nous ont aussi, on les a questionnés, puis qui nous ont donné un petit peu leur point de vue sur les différents défis là, des personnes vestibulaires. Fait que moi, je vais commencer juste par faire un bref rappel là, très global là, au Canada. Je pense que peut-être c'est quelque chose qui a déjà été dit, mais il y a autour de au moins 85 000 personnes qui vivent avec une lésion médulaire. On retrouve en général là, les lésions traumatiques et les lésions non traumatiques. C'est pas mal égal, hein, 50 51 traumatiques, 49 non traumatiques. Donc, les traumatiques, souvent, là, on va les associer, en fait, c'est tout ce qui est lié à un événement extérieur. Donc, les accidents de la route, les chutes, les activités sportives, la violence, que ce soit une arme blanche dans le dos, quoi que ce soit, bon, ça peut arriver. Puis au niveau traumatique, là, c'est souvent non traumatique, excusez-moi, souvent une anomalie, là, comme une sténose spinale, un rétrécissement du canal de la moelle épinière, des cancers, des maladies inflammatoires, le Guillain-Barré, maladies auto-immunes, des troubles congénitaux du développement. Mais malgré tout ça, ce qui nous importe ici, c'est pas tellement de dire si c'est traumatique ou non traumatique, c'est plutôt est-ce qu'on s'attendait plus à la lésion complète? Est-ce que dans le fond, la moelle épinière est sectionnée en entier ou pas? Donc, dans la lésion médulaire qui est complète, souvent, on va dire qu'en bas du niveau de lésion, on va avoir comme une perte de fonction complète là, au niveau de la sensibilité et de la motricité. Au niveau incomplet, justement, on va avoir une atteinte partielle de la moelle épinière, donc il va y avoir certaines fonctions sensorielles qui vont être conservées. Exemple, on peut avoir une lésion incomplète au niveau de la cervicale 5, mais on pourrait être en mesure de marcher quand même, d'avoir les membres inférieurs qui fonctionnent partiellement ou pas. Si on ramène à ce que Julie mettait tout à l'heure, c'est pas rendu là. Donc, on voit quand même que les lésions incomplètes sont beaucoup plus fréquentes que les lésions incomplètes sont beaucoup plus fréquentes que les complètes. Donc, il y a 67 si on calcule le 45 puis le 22, il y a 67 là, des lésions qui sont incomplètes, puis il y en a 33 qui sont complètes. Et aussi, dans la population, on dit que c'est en augmentation, puis ça s'explique principalement par le fait que les premiers soins sont plus performants. L'intervention est plus précoce quand il y a des accidents, entre autres, l'amélioration des technologies, on a une meilleure connaissance des lésions médulaires. On sait qu'il faut immobiliser la colonne vertébrale le plus rapidement possible, il faut ventiler la personne en oxygène, il faut aller décompresser la région qui est atteinte. Donc, ça, c'est essentiel et c'est mieux pratiqué que dans le passé, puis on a amélioré les techniques.
Et aussi, on essaie de faire les interventions chirurgicales le plus rapidement possible dans les 24 heures suivant soit l'accident, mais ça peut être aussi le scan qui révèle qu'il y a une compression au niveau de la moelle ou les premiers symptômes. Dès qu'on va aller décompresser, plus on a de chances de récupération. Donc, plus on a de chances que ça donne des lésions incomplètes plutôt que complètes. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Julie. Oui, moi, je dois juste m'assurer d'une chose. Est-ce que vous voyez actuellement les présentatrices ou mon document PowerPoint? Alors, José, qu'est-ce qu'on voit à l'écran là? Bien là, on voit comme une image bleue, un fond d'écran bleu. OK, je suis vraiment désolée, je suis vraiment la pire technicienne. En tout cas, je ne sais pas quoi faire pour me sortir de là, en fait. J'ai une petite suggestion, Julie, peut-être juste mettre fin au partage d'écran et lorsque vous allez refaire le partage, sélectionnez votre document PowerPoint. Je vois qu'il est ouvert sur votre bureau, donc il va être parmi les choix. Parce que ce qui arrive, c'est que je suis comme pas capable de retourner à l'écran où je peux voir faire le stop share. C'est ça que je comprends pas. Là, en bougeant votre souris. Julie, est-ce que tu veux que je regarde? Oui, ce serait gentil, Rachel. Je suis vraiment désolée, audience, auditoire, mais... Non, je peux peut-être essayer, moi, de le partager, Julie. Faudrait que je le trouve dans mes courriels, par contre. OK. Merci beaucoup. Donc, José, je ne suis pas sûre que je vais continuer avec le share, moi. Pas de problème, pas de problème. Donc, José vient de vous parler là, de l'échelle un peu par ricochet. Elle vous a mentionné un peu l'American Spinal Injury Association, qui est l'ASIA, qui classe les lésions médulaires selon les niveaux là, de A à E, A, B, C, D, E. Donc, elle vous a parlé là, lésions motrices, lésions sensorielles, bon, etc. En fait, nous, en clinique, quand on parle des lésions incomplètes, bien que selon l'échelle, ça va de B à E, nous, on considère plus les C et D parce qu'en fait, pour B, c'est moteur, il n'y a pas de retour moteur, donc c'est une particularité. Là, nous, quand on parle d'incomplet, on parle plus là, de retour moteur. Donc, c'est C et D. Puis, eux sont tellement rares, c'est les gens qui ont une récupération complète qu'on ne les voit pas vraiment en clinique, sont trop performants. Alors, donc, pour nous, quand on dit on a une lésion, quelqu'un qui a une lésion incomplète, on pense à du C et D dans notre jargon courant. Les lésions les plus courantes sont le syndrome central de la moelle épinière ou le centromédulaire, puis qui est causé par une lésion là, de la partie centrale de la moelle. Ça va se caractériser par une faiblesse, une perte de sensation, en particulier au niveau des membres supérieurs. Ensuite, on va avoir le syndrome antérieur de la moelle épinière, qui est, dans le fond, une compression de la partie antérieure de la moelle, comme une hyperflexion, par exemple, pour être entraîné par une hyperflexion du cou. Ça va entraîner une faiblesse ou une paralysie motrice, une perte de la perception de la douleur, puis de la sensibilité thermique également. Ensuite, on a le syndrome postérieur qui va être dû plus à une hyper-extension au niveau du cou, par exemple. Et puis, cette compression-là va entraîner une atteinte au niveau de la proprioception, de la sensation de vibration et de la coordination. On a aussi le syndrome Brown-Séquard, soit ou on l'appelle aussi syndrome latéral, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un côté de la moelle qui va être atteint. Et là, on va avoir une faiblesse ou une paralysie d'un côté du corps, puis il va y avoir une perte de sensation de l'autre côté du corps. Et finalement, on a le syndrome de la queue de cheval, qui est plus rare, puis qui est causé par une lésion ou une compression de la queue de cheval, qui est le faisceau des nerfs qui est situé sous l'extrémité de la moelle épinière. Les individus vont généralement ressentir des douleurs, des engourdissements autour des jambes puis des fesses, puis des dysfonctionnements vésicaux, intestinaux et sexuels. À toi, Josée.
José? Ton micro, Ton micro est fermé, José. Merci. Ouais, moi, je vais y aller avec les principaux défis que les personnes qui ont une lésion incomplète là, ont à relever, en fait. D'abord, comme elle expliquait tantôt, les profils physiques peuvent être vraiment, vraiment différents d'une personne à l'autre. Comme on disait, ça pourrait être les membres inférieurs qui sont quand même forts, les membres supérieurs qui sont atteints. On peut avoir plus un côté plus faible, un côté plus fort. On peut avoir toutes sortes de manifestations au niveau sensitif. Donc, les capacités vont être vraiment différentes d'une personne à l'autre, puis ça peut, l'usager peut avoir plus de difficultés à s'identifier à, par exemple, à un autre père, comme lui qui a une lésion médulaire. Il peut avoir de plus de difficultés à s'identifier, puis voilà. Je pense que vous avez compris. Exemple, je ne sais pas ici, mettons, on voit souvent, on a un tétraplégique complet, là, c'est 5, c'est 6. Ben oui, il peut y avoir des différences, mais souvent, ils vont plus se reconnaître avec une lésion complète, ils vont plus se reconnaître entre eux que les lésions incomplètes. Le défi qui est peut-être, à mon avis, un des défis assez importants aussi est le pronostic, c'est-à-dire que souvent, ils vont présenter un espoir plus grand de retrouver du fonctionnement antérieur parce qu'ils font quand même beaucoup de progrès et les progrès qu'ils font, ça va nourrir l'espoir de continuer à progresser encore. Donc, c'est comme si c'est plus difficile d'amorcer le deuil parce que le pronostic n'est pas clair sur jusqu'où va pouvoir se faire la récupération. Ça peut créer, entre autres, des périodes de détresse ou des montagnes russes, dans le fond, d'espoir puis de découragement. Ça peut aussi amener beaucoup des questionnements en lien avec le retour au travail, ça va être quoi l'aide qui va être nécessaire à domicile, les choix de vie, les choix d'aménagement domiciliaire. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui peuvent avoir passé directement de l'hôpital à la maison, qui ne sont pas passées par le centre de réadaptation parce qu'il y avait une bonne récupération. Puis, ils n'ont peut-être pas eu tous les enseignements en lien avec la blessure médulaire, puis ils peuvent se sentir plus isolés, plus démunis, moins informés. Ils vont moins comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau sensoriel, etc. Un autre défi important, c'est au niveau de la douleur. En fait, ce qu'on remarque, nous, dans notre pratique, c'est que les personnes qui ont des lésions incomplètes ont tendance à avoir plus de douleurs neurogènes. Puis ça peut perturber là, de façon significative le fonctionnement, plus de difficultés à dormir, plus de difficultés à se reposer. Le fait aussi que la douleur n'est pas visible, n'est pas apparente, ben, ça peut créer plus de confusion sur l'entourage, comment les gens perçoivent la personne. Donc, ça peut créer un petit peu plus de fatigue puis de détresse là, chez la personne. On remarque aussi que la douleur, c'est quelque chose qui a tendance à rester un petit peu plus, même après le centre de réadaptation. Donc, à domicile, c'est des défis qui perdurent avec le temps. Je vais passer la parole à Julie pour poursuivre avec les défis. Donc aussi, ce qu'on voit au niveau des personnes ayant des lésions incomplètes, on a l'atteinte des fonctions d'élimination. Elles peuvent être plus ou moins sévères, ces atteintes-là. Mais dans les cas où c'est moins sévère, on peut penser que bon, il y a moins de problèmes, mais c'est tout aussi perturbateur pour le fonctionnement parce que ça va créer une espèce là d'angoisse, de peur, de sortir de la maison, de vaquer à ses occupations, de reprendre ses engagements, son travail, parce que la personne peut avoir peur d'avoir des spasmes occasionnels de la vessie qui va causer des incontinences ou même au niveau intestinal, là, des incontinences fécales. Donc, c'est quand même un aspect assez important là, pour ces personnes-là. On va avoir aussi au niveau des fonctions sexuelles, on va aussi avoir une atteinte. Par contre, ça, je vais laisser notre collègue Rachel vous en parler plus longuement.
Ensuite de ça, les personnes qui ont des lésions incomplètes vont beaucoup être à risque de chute parce que leur fonctionnement s'approche quand même, pour certaines d'entre elles, de la normalité. Puis elles peuvent se mettre au défi de ne pas utiliser leur aide à la marche ou leur fauteuil. Donc, par exemple, elles pourraient essayer de, sur une petite distance, de se déplacer sans aide technique pour aller à la salle de bain. Et de cette façon-là, ils vont se mettre à risque de chute. Puis nous, on note beaucoup que les personnes avec des lésions incomplètes vont être revues par la suite au programme des blessés médulaires suivis long terme pour des enjeux de douleur ou de chute. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, ce sont aussi des personnes qui vont avoir tendance à reprendre certaines activités et un travail plus précocement. Parce que puisque la personne a l'impression que son état continue de s'améliorer, etc., elle peut avoir aussi une pression financière ou sociale à reprendre certaines activités. Parfois, par contre, c'est trop tôt. Et on observe qu'il y a un impact sur la fatigue, la douleur, le sommeil. Et aussi, dans ces cas-là, de retour, par exemple, au travail trop précoce, bien, ça peut remettre le succès du retour au travail en péril. Alors, Josée, je te laisse continuer. Oui, alors maintenant, on va aborder maintenant les défis que les professionnels peuvent rencontrer là, quand ils vont traiter des personnes avec des lésions incomplètes. Entre autres, si on pense à l'approche en réadaptation il y a souvent 3 approches principales. C'est le développement des capacités, donc atteindre le plus possible de récupération fonctionnelle. On peut aller vers une approche plus compensatoire. Quand on a atteint un plateau, on va essayer de compenser avec des aides techniques pour que la personne puisse quand même faire certaines activités. Et on va aussi adapter l'environnement de la personne. En général, la compensation puis l'adaptation de l'environnement, ça arrive plus quand on atteint un plateau de récupération. Mais comme on disait tantôt, avec l'incertitude du pronostic, qu'on ne sait pas jusqu'où la récupération va se faire, des fois, ça peut être difficile pour les intervenants de déterminer, bon, ben, c'est à partir de quand qu'on devrait miser sur la compensation puis l'adaptation. Puis ça peut aussi, ça peut devenir, dans la relation avec le patient, il faut vraiment que les 2 personnes aient un peu la même vision. Donc, ça va demander des ressources quand même au niveau de la communication chez l'intervenant. Un autre défi, toujours en lien avec l'incertitude du pronostic, c'est au niveau de la cohésion de l'équipe. C'est que, c'est bien qu'on soit tous formés et professionnels, on peut aussi tous avoir notre vision différente de la récupération de la personne. Donc, c'est possible que notre opinion diffère. Puis, c'est possible aussi que la personne blessée médulaire, elle sente cette confusion-là. Donc, d'où l'importance de travailler en équipe, d'avoir une communication fluide, l'importance d'avoir aussi un plan d'intervention interdisciplinaire, de faire des rencontres avec l'usager pour que la personne sente cette cohésion-là. Je vais maintenant passer la parole à Julie qui va poursuivre avec les défis des professionnels. Donc, les défis là, que Josée a commencé à énumérer sont toujours en fait liés avec le fait qu'on est face à une condition en évolution puis qu'on est face à un pronostic incertain. Donc, c'est difficile de faire un choix, par exemple, au niveau de l'aide à la mobilité. Ça, c'est assez typique. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retarder l'attribution de l'aide technique à la mobilité pour éviter de commander quelque chose qui sera inapproprié rendu au moment de la livraison. On va aussi avoir besoin d'une bonne collaboration entre l'ergo, la physio, la kinésiologue pour réussir à établir un pronostic à la marche, puis qui va être assez fiable et faire le choix de la bonne aide à la mobilité. L'intervention de la psychologue, de la travailleuse sociale, l'éducatrice spécialisée va aussi être importante parce que ils vont aider à faire cheminer la personne là, entre son espoir, sa motivation dans la réadaptation et son processus de deuil finalement. Et puis, cette même incertitude-là du pronostic se répercute sur l'adaptation du domicile.
Alors, ça peut rendre certaines décisions plus difficiles. Quand est-ce qu'on doit adapter? Jusqu'où on doit adapter? Les enjeux sont assez importants parce que ça a un impact sur l'autonomie et la qualité de vie de la personne. Puis, on a quand même des coûts importants aussi qui sont reliés à ça. Donc, en général, l'acceptation des recommandations puis des aides techniques, elle va être touchée dans le fonctionnement, en fait. L'acceptation va faire en sorte que ça va toucher le quotidien, le fonctionnement quotidien de la personne. On voit aussi des répercussions chez les proches qui ont tendance parfois à adopter la même vision que l'usager. Alors, si l'usager a tendance à vouloir laisser la technique de côté ou ne pas adhérer à quelque chose ou ne pas trouver qu'une telle ou telle recommandation est importante, ça se peut que le proche ait une vision semblable, ce qui va probablement faire en sorte qu'on va avoir une moins bonne compréhension des enjeux qui vont se présenter à domicile, puis on pourrait aussi avoir des enjeux de sécurité. Les personnes avec des lésions incomplètes souhaitent souvent aussi reprendre des activités prélésionnelles, plus de leurs activités prélésionnelles, ce qui va amener aussi les intervenants, notamment en travail social, en éducation spécialisée, à faire des recherches qui vont être plus poussées et spécifiques, mais qui parfois pourraient ne pas être fructueuses parce que quand on va dans des endroits trop précis, des champs trop précis, ben, il n'y a pas toujours là, des ressources pour ces personnes-là. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que plus récemment, on a aussi remarqué une augmentation des références de personnes blessées médulaires incomplètes, mais avec un fonctionnement très avancé. On voit ça surtout en physiothérapie. Les suivis vont alors être plus courts, puis ça peut être plus difficile pour les intervenants de déterminer le moment de la fin de la réadaptation. Alors, c'est jusqu'où on se rend, quand est-ce qu'on arrête, puisque la personne continue de s'améliorer, mais elle est devenue un peu trop performante pour nos critères habituels de réadaptation. Alors, nous, on a à faire aussi face à ça, puis s'adapter à cette réalité-là. Ben, je vous remercie, mesdames, pour votre présentation. Oui. On n'a pas terminé. Okay. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour le finir? Je vais vous laisser 2 petites minutes. Là, on voulait juste parler des obstacles psychologiques qu'une personne peut avoir. Donc, on parlait tout à l'heure, justement, en lien avec le pronostic. Le deuil peut être plus difficile à amorcer. La psychologue de notre équipe qui nous disait, qui nous faisait réaliser que qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'amorcer un deuil? C'est quand on est capable d'identifier qu'est-ce qu'on a perdu. Donc, OK, j'ai perdu mes jambes, je pourrais plus marcher. Donc, là, OK, il faut que j'amorce mon deuil. Ou j'ai plus la capacité de jouer du piano. Mais encore là, ça peut être difficile de distinguer vraiment qu'est-ce qu'on a perdu puisqu'on est en progression encore. Donc, ça peut être un obstacle. Aussi, au niveau des attentes, on peut avoir mis beaucoup d'efforts, puis on peut avoir beaucoup d'attentes, puis ça peut être d'autant plus frustrant de ne pas être capable d'arriver aux objectifs qu'on s'était fixés en fin de réadaptation, entre autres. Et dernière chose, au niveau de la perception de l'entourage ou de la population en général, là, souvent, les personnes blessées médulaires incomplètes, ils peuvent ne plus se servir d'un fauteuil roulant ni d'une canne, tout ça, et donc c'est pas perceptible qu'ils ont un handicap. Donc, elles peuvent se sentir moins légitimées d'exprimer leurs difficultés, à s'adapter quand même à d'autres situations. Des fois, ça peut être au niveau sensoriel. Ils peuvent vivre aussi de la culpabilité de ressentir toutes leurs émotions de frustration, peu importe, en lien avec leur blessure médulaire. Je passe la parole à Julie qui va terminer. Oui, ben en fait, on va couper court un peu là parce qu'il y en a d'autres après nous. Je voudrais simplement peut-être remercier notre équipe pour la participation au contenu de la présentation, mais aussi beaucoup remercier notre clientèle qui pour nous au quotidien est une source d'inspiration puis de motivation par toute la force, la résilience, la persévérance dont ils font preuve. Alors, c'est ça vient donner un sens là aussi, tout ça pour nous. Donc voilà, merci beaucoup.
Ben, un énorme merci à vous, mesdames. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a du temps pour des questions? Peut-être plus tard. Pas tout... Parfait, merci. Merci tout le monde pour votre attention. Merci beaucoup. Juste une petite mention. On s'excuse pour le petit bug qu'il y a eu tout à l'heure. En fait, Zoom est pour permettre aux présentateurs de partager leur écran. On doit autoriser le partage d'écran pour tous. Alors, on vous invite à faire attention où vous cliquez parce que c'est ça, c'est une participante par erreur qui a partagé son écran à quelques reprises. Donc, merci beaucoup. Oui, c'est ce qu'on avait remarqué, mais bon. Oui, c'est ça. Un petit accro, mais ça n'a pas éclipsé le cœur de votre message. Merci. Pas de problème. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Je vais laisser mes prochaines participantes s'exprimer. Je vais vous mettre en écran vedette. Attendez un instant, ce ne sera pas long. Salut Julie. Et Joséanne, je vais te retrouver. Ce ne sera pas très long. Oh, attends un petit peu, t'es ici. Je veux bien t'aider, c'est ça? Je sais pas, je suis où. C'est gentil de vouloir m'aider. Ben, bonjour mesdames. Alors, Julie et Joséanne sont du CRDP. Julie est physiothérapeute et Joséanne est infirmière clinicienne. Alors, bonjour mesdames et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Allô, merci. Puis, d'entrée de jeu, je dirais peut-être justement, je pense qu'on va être un beau complément là, à la présentation qui a eu lieu juste avant nous. Là. On aborde le sujet, mais un petit peu différemment. Fait que je pense que ça va bien compléter finalement votre présentation. Finalement, est-ce qu'on est capable de projeter notre PowerPoint? Je vais essayer de mon côté. Je fais ça. Voyez-vous quelque chose? Oh, oui. C'est merveilleux. C'est très beau. Ça marche-tu? Oui. Je vais le mettre en diaporama. Ça marche-tu? Oui. Super. Ah, super. Bon. Parfait. Fait que je peux commencer, dans le fond, vu que mon nom est en premier. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, c'est Joséanne Aulu, c'est ça. Je suis infirmière à l'équipe là, depuis bientôt 5 ans là, à l'équipe des blessés médulaires au CRDP à Charny. Puis, je suis aussi infirmière là, dans le cadre du programme de suivi long terme qu'on offre là, à nos usagers en fin de réadaptation. Là, on se pose toujours la fameuse question « Pourquoi une infirmière en réadapte? » Je profite de la tribune pour vanter un petit peu mon rôle et pourquoi je suis là. Mais en fait, vous l'avez dit, là, les filles avant, là, que de plus en plus, les enseignements ne sont pas donnés ou ils passent pas nécessairement par une réadaptation interne, fait qu'ils sont de plus en plus retournés plus vite à la maison. Fait qu'on est là justement pour continuer l'enseignement si ça n'a pas été débuté ou de la continuer et pour maintenir aussi cet enseignement-là dans leur milieu de vie. On a aussi là, la chance d'avoir des médecins avec nous ici au centre de réadap là, qui offrent des suivis réguliers, qui se poursuivent également après la réadaptation, qui les suit pendant toute leur vie. Là. Fait qu'on on a quand même dans le programme de suivi long terme là, des dépistages téléphoniques qu'on fait, nous, comme infirmières. On appelle les gens en Chaudière-Appalaches, on leur demande un peu comment vont leurs conditions médulaires, si ça a changé. On est vraiment là en prévention, puis on essaie de dépister s'il y a des complications, puis des choses qui ont changé. On peut tout de suite rattraper ça, leur offrir de nouveau de la réadap ou les diriger vers d'autres partenaires là, du réseau. C'est un peu ça que je fais comme travail au quotidien. Fait que voilà, je te laisse la parole. À mon tour, c'est ça, comme vous avez pu le deviner, là, on travaille ensemble, Joséanne et moi, là, à l'équipe qui traite les blessés médulaires là, pour Chaudière-Appalaches. Moi, je suis Julie Sanders, physiothérapeute là, à l'équipe depuis maintenant 13 ans. J'écoutais tout le monde, donc je suis rendue une doyenne. Fait que c'est ça, fait que ça fait quand même plusieurs années. C'est ça que je travaille à l'équipe avec les blessés médulaires. Fait que c'est un peu comme la présentation précédente. Hein. Notre présentation, ce qu'on veut finalement, c'est parler un peu justement de notre expérience puis de ce qu'on a vécu ou des cas qu'on a vus en fait avec des gens qui ont eu des lésions médulaires. Fait que c'est basé surtout là-dessus, là, puis justement pour mentionner un peu les particularités là, que les lésions médulaires incomplètes peuvent avoir puis ce qu'on a observé dans notre pratique. Fait que c'est basé là, majoritairement là-dessus.
Es-tu prête à commencer, Josiane? C'est bon. Mais comme on disait tantôt, là, on ne dira pas les mêmes choses que nos partenaires avant, là, mais c'est ça, une lésion médulaire incomplète, on le sait, là, ça endommage partiellement au niveau cervical, dorsal, lombaire. On peut avoir toutes sortes de séquelles selon notre niveau, notre atteinte. Puis peut être au niveau sensitif ou moteur que c'est touché, même certaines voies peuvent être intactes aussi. Je vais passer vite. Une belle image d'une belle colonne. Vous savez tous un peu à quel niveau est votre atteinte médulaire. C'est sûr que comment on fait pour déterminer médicalement l'atteinte, c'est vraiment avec notre fameuse échelle ASIA, que je crois que Julie a nommé tantôt. Que c'est ça. Moi, c'est vraiment mon outil de travail aussi, là, la fameuse ASIA. Puis c'est comme ça, c'est que les médecins peuvent voir les séquelles, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre aussi là, comme impact. Et voilà les fameuses ASIA. ASIA A, on n'en parlera pas dans le cadre de cette conférence-là parce que c'est vraiment des lésions complètes. Mais nous, contrairement un peu à l'autre équipe, là, maintenant, Julie, tu me confirmer, là, mais on inclut là, les ASIA B dans nos tétras incomplets. Puis les E, les ASIA A, c'est vrai qu'on n'en a pas souvent, là, un rétablissement complet, c'est un peu plus rare. Là. Mais ça existe. On a des belles surprises des fois, puis on est bien content pour les gens quand ils reviennent normalisés. Je voulais dire E, je crois. Hein? Oui, les ASIA. Tu as dit A, oui, c'est ça. Ah, excusez, non, ASIA E. Oui, ouais, on en voit quand même quelques de temps en temps. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas, mais tant mieux, on est content. C'est bon, on va passer. Je te laisse parler, Julie. C'est à mon tour. OK, oui. C'est bon. Fait que, comme on a dit, c'est ça, ça peut amener hein, une grande variabilité là, dans les séquelles là, qui peuvent persister là, au long cours, une lésion incomplète là, de la moelle épinière. Fait que ça peut passer, là, comme on disait, soit de quelqu'un qui aurait un ASIA B là, qui pourrait être en fauteuil roulant avec une sensibilité préservée, mais que le niveau moteur là, en dessous du niveau de lésion, le moteur n'est pas préservé en dessous du niveau de lésion. Fait que ça peut être carrément quelqu'un là, qui est en fauteuil roulant et qui a besoin d'aide au transfert, par exemple. Mais sinon, ça pourrait être toutes sortes d'autres profils en cours de route là, qui nous amènent jusqu'aux marcheurs et tout ça. Fait que ça peut être quelqu'un qui utilise un fauteuil roulant, mais qui est capable de faire de la station debout là, de temps en temps ou de courtes, quelques pas, en fait, des courtes distances à la marche. Ce qui amène aussi un risque de chute, là, comme le mentionnait là, la conférence précédente. Sinon, il peut y avoir des marcheurs avec des orthèses, des accessoires de marche, des marcheurs aussi avec de la spasticité, fait que ça amène une sorte de marche plus saccadée, fait que ça serait aussi des lésions incomplètes. Puis on a vu aussi des marcheurs qui pouvaient aller jusqu'à faire du jogging, mais que la seule séquelle qui restait finalement, c'était une vessie neurogène. Fait que tu sais, c'est vraiment un éventail de symptômes puis de séquelles finalement là, qui peuvent persister dans le temps. Là. Fait que c'est vraiment, pour les lésions incomplètes, très, très vaste, là, ce qu'on peut voir. Puis ensuite, dans les séquelles ou les atteintes physiques là, qui peuvent aussi persister dans le temps, bien là, en fait, on a fait une liste ici, mais en fait, ça peut être quelques problèmes comme ça qui peuvent persister. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, mais tu sais, ce qu'on peut voir, entre autres, là, c'est beaucoup de la douleur neurologique. Là, ça, c'est vrai que chez les lésions incomplètes, on en voit plus que chez les lésions complètes. Des sensations de choc électrique là, qui peuvent persister dans le temps, hein, des douleurs mécaniques aussi dues au débalancement musculaire. Hein, quand il y a des grandes faiblesses, des fois, ça fait que la biomécanique est moins bonne, fait qu'il y a des douleurs mécaniques, là, par mécanique, je veux dire plus tendinite ou des choses comme ça là, qui peuvent apparaître au fil du temps. Des problèmes d'équilibre, hein, on en parlait, le risque de chute, tout ça. De la fatigue qui est quand même persistante, là, des gens qui ont besoin de prendre des pauses plus fréquemment, des choses comme ça. Vessie neurogène, intestin neurogène, dysfonction sexuelle, c'est des choses aussi qui peuvent apparaître. Des problématiques de thermorégulation, dépendant du niveau de lésion. Des fois, les gens peuvent avoir cette problématique-là qui est plus, en fait, le corps qui a de la misère à conserver, en fait, la bonne température. Là. Fait que ça peut apparaître aussi. Des spasmes, de la spasticité, je le nommais tantôt. Diminution de sensibilité, diminution de l'endurance, des plaies, parce que ça, c'est en fait, c'est un risque là, pour tous les blessés médulaires. Les atteintes respiratoires aussi, encore dépendant du niveau de lésion. Atteintes vasculaires peuvent être présentes, là, souvent dues à
entre autres au fait là, que la musculature ne fonctionne pas de la même manière. Fait qu'entre autres, au niveau des jambes, des fois, la pompe musculaire est moins présente là, pour être capable d'aider à aider la circulation sanguine. Fait que ça peut être présent aussi. Puis ben, ça amène aussi de l'édème au membre inférieur là, du même coup. On a sorti aussi là, des obstacles psychologiques qu'une personne ayant une lésion incomplète peut vivre. Vous en avez parlé tantôt, mais on l'a noté, puis on est allé questionner aussi nos autres intervenants de l'équipe. Puis c'est ce qu'on voit là, que vu que les impacts sont quand même invisibles parfois là, des yeux des autres et de l'entourage, ben, ils sentent une pression là, sociale de performer autant qu'avant. Et que de réussir comme avant. Hein. Dans le fond, ils disent, vous êtes chanceux, là, t'as juste ça. Mais non, les impacts sont là, fait que ça met une pression de plus. Ça peut être aux études, au travail, conjugal. Des fois, les conjointes, ils ne voient pas nécessairement les nouvelles limites de leur conjoint que ça peut amener, là, cette lésion-là. Familiale, en étant, j'ai un exemple d'une mère à la maison, une mère, dans le fond, qui assumait quand même beaucoup de charge mentale. Elle n'est peut-être plus capable d'en faire autant. Fait que ça peut amener un petit peu de friction là, dans la famille. Financièrement, on a vu là, les gens ils ont moins de compensation financière. Fait qu'ils veulent un retour. Ils retournent travailler, mais sont peut-être plus capables de faire autant d'heures qu'ils en faisaient. Et tout ça, ben, c'est une roue qui tourne, ça monte un stress de plus et la pression encore plus. L'impact sur l'image corporelle, la crainte du regard des autres, hein, ça change. Quelque chose que c'est intéressant, l'hypervigilance, c'est qu'ils sont aperçus après l'accident ou l'événement qui sont vulnérables. Là. Il y en a qui ont perdu de la force physique, fait qu'ils peuvent être plus craintifs soit d'être agressés, puis plus capables de se défendre. Ou même dans la dernière année, là, la peur du COVID, là, ça a été quelque chose d'assez marquant. On le sait, là, nos incomplets là, plus hauts là, sont plus à risque de complications. Puis s'ils attrapent la COVID, fait il y en a beaucoup là, qui ont plus voulu là, même pas sortir de chez eux là, tant qu'on ne savait pas trop les vaccins, quand est-ce qu'ils allaient arriver. On a vu ça même avec moi, là, avec les rendez-vous médicaux là, qui ont quand même continué avec toutes les mesures sanitaires en place, mais on a vu qu'ils ont refusé de venir là, justement pour pas venir, parce qu'ils se sentaient vulnérables à peut-être s'ils attrapaient ça, de développer des complications. Niveau fatigue, bien, on l'a nommé tantôt dans les séquelles physiques, mais je le sors quand même dans un obstacle psychologique. Là, je trouve que le fait d'être fatigué, bien, on est moins intéressé à aller participer à des activités sociales, à voir nos amis. Puis ça, bien, s'isoler comme ça, un risque de dépression qui est plus élevé. On est plus isolé aussi suite à une lésion incomplète. Là, c'est sûr, ça dépend de quel niveau qu'on est, mais souvent, on peut ne plus travailler, les amis nous invitent un peu moins, ils ne veulent pas nous déranger. Fait que des fois, ça fait qu'on est plus isolé qu'avant. Les sports de guérison, d'améliorer sa condition, ils en ont parlé tantôt, puis nous autres aussi, on l'a sorti. Moi, c'est quelque chose dans ma pratique que j'ai tout le temps comme question. Est-ce que ça va rester comme ça? Jusqu'à où que je peux aller? Puis la réponse un peu tannante qu'on dit, c'est tout le temps, on le sait pas. On va voir, ça se peut que ça s'améliore, jusqu'à où on le sait pas. Puis les médecins vont dire la même chose, on va continuer la réadapter. Tant qu'il y a des gains, on continue. Fait que ça vient, ça, cet inconnu-là vient lourd là, à la longue de gérer. Puis là, on voit les mois passer, on voit que ça stagne, puis on se dit, finalement, je vais rester comme ça, peut-être. Fait que ça peut amener d'autres, psychologiquement, là, ça peut être assez affecté. Puis le fameux paradoxe du handicap, Julie, tu pourras me renchérir là-dessus, c'est toi qui l'avais apporté, là, mais qu'il disait que ça dit entre autres que les complets, là, ceux qui sont vraiment, qui ont plus de motricité, une sensation sous leur lésion, ben, ils ont comme un regard des autres un peu de fierté là, d'accomplir ce qu'ils font. De ce que les incomplets, vous êtes plus, la blessure est plus invisible et qu'on le voit moins, mais les impacts ne sont pas plus négligents pour autant. Fait que c'est un peu ça le paradoxe du handicap, c'est que plus tu es sévère au niveau de ta blessure, on dirait que le regard des autres, tu as beaucoup plus de reconnaissance. Là.
J'ai bien expliqué, Julie? Ben oui, c'est ça, c'est que les gens sont félicités, bravo, tu fais quand même tes affaires, tout ça. Puis alors que quelqu'un qui a une lésion incomplète, disons celle qui paraît surtout le moins, puis que il y a des douleurs neuro qui peuvent rester, il y a toutes sortes de problèmes neuro-intestinaux et tout ça, mais que ça paraît pas. La fatigue qui est présente, un manque d'endurance ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment plus invisible. Puis ça, souvent, les gens, ils le voient pas. Fait que le reste des gens puis de l'entourage, tout ça peut avoir les mêmes attentes envers la personne alors qu'elle n'est pas capable de faire les mêmes choses qu'avant. Fait que c'est un peu ça aussi. Fait qu'ils ont moins de reconnaissance puis ils ont même un peu de pression qui est mise par l'extérieur, involontairement. Souvent, les gens ne font pas ça de façon malveillante, mais c'est juste que vu que ça paraît pas, ben, les gens, ils s'en doutent pas puis ils font pas attention. Là. Fait que c'est un petit peu ça le paradoxe du handicap qu'on voulait ramener. Oui, ça, des fois, on voit des levées de fonds aussi là, pour des gens dans les petits villages, des fois, là, qui peuvent avoir un accident assez incommodant, puis les gens se mobilisent beaucoup, là, puis ils sont reconnaissants de ça. Parce que les incomplets, souvent, ça passe plus, c'est ça, moins visible. Oui, c'est inaperçu. Ouais. Voilà, oui, c'est rendu à moi. C'est bon. Fait que dans les défis rencontrés en réadaptation là, avec les personnes qui ont une lésion incomplète, là, je peux parler particulièrement pour la physio, là, où il y a quand même beaucoup de choses à faire. Là, il y a beaucoup de choses à travailler. Si on parle d'un incomplet qui a un niveau, exemple, cervical, ben, ça voudrait dire en fait que en dessous du niveau cervical, donc pour le tronc, ça peut être même un peu les membres supérieurs, les membres inférieurs, bien, il peut y avoir des atteintes un petit peu partout, soit sensorielles, soit motrices. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses à travailler. C'est énergivore, il y a beaucoup de renforcement, toutes sortes d'exercices d'équilibre, de marche, toutes sortes de choses à reprendre. Fait que ça, c'est quand même un défi, je dirais, en physiothérapie, de réussir à faire avec l'énergie que la personne peut avoir, le plus de choses possibles, finalement, de renforcement, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une gestion de priorité, puis d'être capable de focusser sur les bonnes choses pour avoir le plus d'impact possible, là, fonctionnel par la suite. Fait que ça demeure un défi. C'est ça, de prioriser les interventions en fonction du temps et de l'énergie disponible, c'est ça. Ensuite, il y a toujours aussi l'aspect, quand la personne a de la spasticité, là, on a un défi quand on est en contexte de faiblesse. Fait que si on a, disons, un membre qu'on aurait beaucoup de spasticité, mais on aurait aussi de la faiblesse des muscles associés, bien, si on va amener un traitement médical sur cette spasticité-là pour qu'elle soit un peu moins incommodante, souvent, ça va amener une augmentation de la faiblesse. Donc, la personne, elle devient encore moins fonctionnelle. Fait que dans ce temps-là, on a toujours à balancer, justement, faire des choix. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on choisit de préserver ou des fois, on va doser, on va mettre juste un petit peu, puis on va essayer de faire le renforcement parallèlement. Fait que ça amène quand même là, un défi là, de le gérer de cette façon-là. Ça reste du cas par cas parce que, bon, c'est pas tout le monde qui répond de la même manière, tout ça. Fait que, dépendant, là, un peu, il y a des gens qui avaient beaucoup d'énergie avant. Fait que là, ça leur sert pendant la réadaptation parce que, bon, ils sont capables quand même de s'en servir. Et inversement, des fois, des gens qui étaient plus déconditionnés avant que leurs blessures surviennent, ben là, on a le défi. Fait que ça reste vraiment du cas par cas. Là. Il y a pas, on dit tout le temps, hein, il n'y a pas une lésion qui est pareille, puis il n'y a pas une personne qui répond de la même manière non plus là, au traitement qu'on va leur offrir. Ensuite, les pronostics précis sont inconnus. Hein? On ne le sait pas, les lésions incomplètes, c'est ceux qui peuvent récupérer. On l'a dit tout à l'heure, ça peut récupérer jusqu'à l'ASIA-E dans certains cas. On l'a déjà vu. Fait que c'est quand même des choses qui sont possibles. Fait que les gens, ils restent dans l'espoir. Puis c'est dur hein, d'accepter... de dire « Ah non, moi, je ne veux pas que ça s'améliore. » On n'a jamais vu personne qui était comme ça. Fait que c'est sûr qu'on est toujours dans la gestion de l'espoir, de oui, on va essayer d'aller jusqu'où votre corps va nous amener, puis on est capable de travailler avec eux de cette façon-là, mais ça reste un défi parce que, bon, les gens, plus le temps avance, bien là, ils s'impatientent un peu, là, ils voudraient toujours que ça aille plus vite. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qu'on a à gérer au quotidien, tout le monde dans l'équipe. Puis la recherche de solutions se fait souvent par essai-erreur. Hein, autant, en physio, il y a des exercices qu'on peut faire, puis tout ça, mais ça, on voulait le dire de façon générale pour notre équipe. Là, dans le fond, on va essayer des choses. Je pourrais te laisser la parole, Josiane, là-dessus, parce que je sais qu'au niveau uro-intestinal, entre autres, il y a beaucoup de choses là, qui se font par essai-erreur pour essayer de trouver la formule gagnante là, qui va faire que ça va fonctionner. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu dans le sens qu'on est du cas par cas, puis on s'adapte à la réaction de chaque personne en cours de route. Là. Je peux te laisser compléter là-dessus. Oui, bien, je rajouterais, c'est moi qui l'avais sorti ça, parce que c'est vrai que c'est moi qui le vis beaucoup là, par rapport aux intestins. On ne sait jamais l'impact, quel nerf a été préservé et pas, quelle sorte d'intestin qu'on a, quelle sorte de vessie qu'on a. Tout dépend de qu'est-ce qui a été préservé lors de l'impact.
Mais il y a aussi au niveau des douleurs, là, la fameuse douleur neuro qui est là, on essaie des médicaments, puis là, il faut qu'on essaie, on attend une couple de semaines le temps que ça marche, puis on voit que ça ne marche pas, on change. C'est sûr qu'on a plusieurs lignes de traitement de douleur, mais pour tomber sur la bonne qui va marcher, des fois, on ne tombe pas dessus la première essai. Fait que malheureusement, c'est ça, c'est des fois de l'essai-erreur. OK, là, c'est petit, hein? Es-tu capable de grossir un petit peu? Je pense que je vais être correct. Je vais me rapprocher. Okay. C'est bon. Fait que les impacts, dans le fond, là, c'est ça ce qu'on voulait faire ressortir, entre autres, c'est les impacts un peu que la pandémie là, de COVID-19 a eu sur la réadaptation là, des personnes qui ont une lésion médulaire incomplète. Ce qu'on a vu, en fait, dans notre région, mais j'imagine que ça a été sensiblement pareil un peu partout. C'est ça, c'est que dans le fond, on a eu quand même de la difficulté, là, particulièrement, ben nous, on est en externe, là, fait que c'est des gens, en fait, là, qui ont déjà fait leur interne puis on réintègre là, dans leur milieu de vie, dans la société puis tout ça. Fait que dans le fond, on utilise habituellement beaucoup les centres de conditionnement physique là, pour être capable de remettre ces gens-là un peu plus en forme puis avec un peu plus d'énergie, tout ça. Fait que ça a été un gros enjeu là, pendant la pandémie parce qu'on a eu, en tout cas dans notre région, là, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, bon, ils ont ouvert des fois quelques semaines, après ils refermaient. Fait que là, on était toujours dans l'attente de est-ce qu'ils vont réouvrir, est-ce qu'on va pouvoir y aller. Fait que ça a été quand même là, un des impacts qu'on a vécu. Là, les gens déconditionnés avaient de la difficulté à se remettre là, en forme. Ensuite, il y avait, ben, un peu parallèlement à ça, là, les difficultés d'approvisionnement pour les appareils d'entraînement personnel. Fait que, des gens qui, bon, OK, le centre de conditionnement n'est pas ouvert, fait que je vais essayer de... Oh, excusez, une petite visite, désolée, hein, les écoles sont fermées aujourd'hui. Ma fille qui a cherché quelque chose. C'est ça. Fait que les appareils d'entraînement personnel, tu sais, de s'acheter un pédalier manuel ou, tu sais, ne serait-ce que juste des appareils cardiovasculaires ou de renforcement pour la maison, dans le fond, c'était plus difficile. Fait que les coûts étaient quand même assez élevés aussi. Des fois, c'est les gens qui n'avaient pas nécessairement l'emplacement non plus pour le faire. C'était quand même un bon défi. Ensuite, les activités aussi adaptées, hein, vous avez dû le vivre, c'est ça, c'est les activités adaptées là, qui étaient fermées ou très limitées. Fait que ça amenait aussi un certain isolement social, puis ça amenait aussi une forme de déconditionnement quand c'est des activités plus sportive. Sinon, ben c'est ça, ça nous ramène encore là, une confrontation au fait que le maintien de la condition physique, c'est difficile dans la communauté pour les personnes qui nécessitent des équipements adaptés. Fait que ça, c'est vrai pour les lésions complètes ou incomplètes, mais les gens qui auraient besoin du matériel adapté pour se tenir en forme, puis tout ça, ben ça fait longtemps qu'on est confronté à ça, puis qu'on fait des revendications, en tout cas dans notre région, là, dans les centres de conditionnement physique, dans les piscines, dans toutes sortes d'endroits comme ça pour rendre ces endroits-là plus accessible pour ces gens-là. Fait que ça nous ramène à ça, que dans le fond, les possibilités restent limitées. Puis là, ben, quand en plus, on a une pandémie ou ça qui nous fait fermer certains endroits, ben là, ça nous limite encore plus. Fait que ça, on l'a vraiment vécu encore une fois. Ça a fait aussi que dans la période, en tout cas, où les services étaient un peu plus réduits, ben, le retour au travail pour les gens qui étaient en processus de réadaptation avec nous, ben, il se faisait dans des conditions un petit peu sous-optimales. Habituellement, quand on ramène les gens au travail, ben, on s'assure qu'ils aient repris une certaine forme physique, qu'ils aient repris de l'énergie, qu'ils aient repris un équilibre de vie, puis tout ça, ben là, tous les facteurs limitants qu'on avait, ben, ça a fait que les conditions n'étaient pas toutes les meilleures, finalement, là, pour ramener les gens sur le marché du travail. Ça s'est fait quand même, puis on va pallier à ça, mais quand même, ça a amené ce défi-là de plus. Ensuite, bon, les modalités de transport adaptées, bon, mais ça aussi, c'était plus limité là, pendant la plus grosse période de la pandémie. Josiane, tu l'as nommé, la peur de consulter là, par crainte d'être contaminé par la COVID. Là, on l'a vécu aussi. Il y a des gens qui ne voulaient pas avoir de service ou qui ne voulaient pas qu'on aille chez eux ou qui ne voulaient pas se déplacer ou des choses comme ça. Fait que ça, on l'a vécu aussi. Ça a amené justement une peur de régresser au niveau des capacités acquises là, versus la modification des interventions parce que, tu sais, il y a quand même des périodes où on devait vraiment limiter les services qu'on pouvait offrir. Fait que ça a fait que, bon, on réduit la fréquence ou on fait un peu plus de téléréadaptation ou on a changé nos façons de faire. Là. Fait que ça a quand même amené là, cette peur-là là, chez certains usagers qui, justement, étaient, ben là, je vais-tu régresser? J'aimerais ça continuer de progresser. On est dans ma fenêtre de récupération. Fait que, tu sais, c'était quand même un bon défi là, de pallier à tout ça.
report et retard des rendez-vous médicaux, examens diagnostiques, tout ça, ça a amené beaucoup de délais là, finalement dans des fois certaines démarches là, plus spécialisées, là, entre autres au niveau médical, mais aussi pour les adaptations de domicile, les évaluations de conduite auto. Nous, on a eu beaucoup de délais là-dessus, le matériel adapté qui était un peu moins disponible. Fait que, il y a tout ça, dans le fond, qu'on a vécu aussi. Réorganisation des suivis de réadaptation, les changements d'intervenants, ben, c'est ça, nous, on a eu des gens délestés, tout ça, fait que là, réorganisation toujours des charges de cas de tout le monde, fait qu'il y a eu, oui, beaucoup de changements d'intervenants là, pour les usagers qui changeaient là, dans différentes disciplines, fait que des réajustements. Hein. Finalement, c'était l'année des ajustements puis de l'adaptation pour tout le monde. Priorisation d'intervention en raison du manque de personnel, c'est ça. Fait qu'on a dû aller vraiment au prioritaire puis réduire certaines fréquences de services. Pendant une période aussi, on nous a demandé d'intervenir surtout à domicile parce que, bon, c'était les directives qu'on avait à ce moment-là, ça a changé par après, mais au début, c'est ça, il fallait aller majoritairement à domicile le plus possible pour protéger les usagers. Fait que dans le fond, on allait là, mais bon, l'ergonomie, entre autres pour la physio, c'était pas idéal. Le matériel disponible était pas le même non plus. Hein. Dans une maison, on fait pas tout à fait les mêmes choses que dans un gym de physio. Fait qu'on s'est vraiment réinventé. On s'est mis à faire aussi des interventions à distance avec le Zoom, justement, pour essayer de démontrer un programme d'exercice à distance pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer ou que, justement, si on était capable de le faire par Zoom, on le faisait par Zoom. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est quand même reviré de bord pas mal là, au travers de tout ça. On s'est un peu réinventé pour réussir à donner quand même le meilleur service possible dans les circonstances. Ensuite, ben c'est ça, établir un lien thérapeutique. T'sais, en physio, on l'a un peu moins vécu pour ma part parce que, dans le fond, on n'avait comme pas le choix de voir les gens. Mais pour, mettons, des interventions en psychologie, en service social ou même infirmière, il y a des professions comme ça que les rencontres pouvaient se faire quasiment strictement par Zoom ou par Teams ou par téléphone, bien, ça faisait que quand on avait des nouvelles usagers qui arrivaient, bien, d'établir un lien thérapeutique avec quelqu'un à distance comme ça, quand on ne s'est jamais rencontré, bien, c'était un peu moins évident. Fait que ça aussi, là, de part et d'autre, je pense que ça a été un bon ajustement. Toute la logistique là, de tout ça, on s'est tout réorganisé là, pour fonctionner comme ça. Il y avait des gens qui travaillaient de la maison, tout ça. Fait que ça a quand même changé notre façon de travailler beaucoup. Puis il y a eu aussi les impacts sur les interventions en présence versus la télé-réadaptation. Ben, c'est un peu ce que je viens de dire. Finalement, le lien thérapeutique, puis des fois, on ne peut pas aller aussi loin non plus là, en le faisant à distance, mais c'est ça. Fait qu'on a essayé de faire du mieux possible avec ce qu'on avait là, dans les circonstances. Fait que voilà. Fait que moi, je vous ai énuméré quand même un petit peu des choses, ben, je dirais un petit peu plus négatives, mais quand même qu'on a fini par trouver des solutions pour s'en sortir. Mais au travers de cette pandémie-là, puis de ces nouvelles façons de procéder-là qu'on a dû mettre en place rapidement, finalement, pour essayer de continuer d'offrir le meilleur service possible, bien, on s'est rendu compte finalement qu'en se réinventant, bien, il y a une partie de ça que finalement, c'est positif, puis qu'on aurait même envie de continuer là, dans le temps. Fait que je vais laisser Josiane là, vous les nommer. Oui, on va finir là-dessus sur du positif de cette pandémie-là. Oui, c'est ça. Même en faisant la présentation d'aujourd'hui, là, on s'est vraiment en plus mis « Oh mon Dieu, OK, oui, ça, c'est vrai, ça a fait ça, c'est bon. » Puis on va sûrement le garder, ça nous a mis dedans un petit peu. Fait que oui, c'est ça, cette pandémie-là, on a dû, avec les mesures sanitaires, là, réfléchir, ça a dû changer nos pratiques. Puis nous, en Chaudière-Appalaches, on a un grand territoire, là, un des plus grands, là, donc ça a fait du positif qu'en mettant en place tout ce que d'aller à domicile ou la télé-réadaptation, ben, ça fait que les intervenants et les usagers vont se déplacer moins. Puis quand on peut, là, c'est toujours une question, est-ce qu'on le fait venir ou est-ce qu'on peut le laisser à la maison, on peut le faire en visuel? On s'est aperçu que ça a quand même eu des effets positifs sur les intervenants. Oui, on a gagné du temps. Fait que de notre bord, puis du bord des usagers, bien, ils ont préservé quand même leur énergie. Ils n'ont pas eu besoin d'organiser des transports. Puis si je vais au plan d'intervention aussi à distance, on a fait ça et on fait encore ça majoritairement. Là, puis les gens nous le disent qu'ils aiment ça aussi. Là, les usagers, les conjoints peuvent participer. Parce qu'avant, on disait... Alors, mon conjoint travaille ou là, même au travail, il peut se brancher, il peut être là avec nous. Ça c'est vraiment un gros plus. Plus de disponibilité aussi. Les gens sont beaucoup plus en télétravail à la maison,
beaucoup, qui sont plus disponibles. Puis, la réorganisation de nos méthodes de travail, dans la première vague, entre autres, là, où on a dû laisser les gens plus à domicile, comme Julie disait, bien, on leur a donné aussi pour qu'ils soient autonomes là, dans leur poursuite de leur programme d'exercice. Puis finalement, la majorité, on s'est aperçu qu'ils ont gardé leur acquis, puis qu'ils ont même progressé là, avec le programme qu'ils avaient eu. Et que ça, on s'est quand même questionné, mais finalement, est-ce qu'on pourrait les rendre autonomes encore plus que ce qu'on fait là? Puis les autres, ils font ça de chez eux. Encore là, c'est une roue qui tourne, ils restent chez eux, ils gardent leur énergie, il n'y a pas besoin de venir ici. Puis tout ça, bien, ça optimise aussi notre temps, nous, pour être capable d'en faire plus, encore plus usagé. Là. Et voilà, notre pauvre. Merci, mesdames. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Pour ceux qui l'ont demandé, il va y avoir une petite période de questions de 15 minutes à peu près à la fin des présentations. Alors, gardez vos questions en mémoire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, ça va être la présentation de Mme Rachel Walliser et je tiens à faire un mea culpa. Rachel Walliser n'est pas à l'IRDPQ, comme j'ai dit, mais à l'IRGLM. Alors, je m'en excuse bien bas. Pas de problème. Peut-être que vous avez vu d'ailleurs que justement, j'ai été dans le bureau de ma collègue pour revenir tantôt. Oui, ben c'est ça. Hein. 3 heures aller-retour, c'est quand même bon. Vous êtes efficace. Je vois que, comme mes collègues, enfin, on est à peu près tous passionnés, j'imagine, par la clientèle qu'on a, par ce qu'on fait, par nos disciplines et tout ça. Donc, je vais essayer vraiment de tenir le temps à disposition en mettant un chronomètre. La concision n'est pas mon fort et justement, je pourrais parler de mon sujet pendant des heures et des heures avec plaisir. Puis, depuis que j'entends les présentations de mes collègues, j'ai encore plein de trucs qui m'arrivent en tête en me disant « Ah, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça. » Puis, ben, j'aurais pas le temps. Ce qui a été le plus dur dans la présentation, c'était justement de pouvoir choisir, sélectionner ce que j'allais aborder. Donc, je vais partager mon écran aussi. Pourquoi le mode plan ne se met pas? Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est correct pour vous? OK, super. Les premières diapositives, d'abord, je vais vous donner une définition de la sexualité que j'aime beaucoup, qui est plus large que ce qu'on entend généralement. Donc, super, par rapport à mon écran, à moi, je vais essayer, voilà. Donc, la définition, c'est une traduction libre d'une définition qui a été donnée par Fifield et Ismail, qui dit que la sexualité est une composante majeure de qui nous sommes en tant qu'individus et pas simplement ce que nous faisons sexuellement. Nous sommes tous des êtres sexuels de la naissance à la mort. Nos besoins et la manière dont on exprime cette sexualité est unique à chacun et influencée par des facteurs tels que le genre, l'âge, la personnalité, la socialisation et l'origine ethnique. Et je trouve que c'est intéressant de voir une fois une définition qui est plus large. On s'entend que dans mes propos, j'aimerais être très inclusive. Par contre, le matériel n'est pas toujours très inclusif de la communauté aussi LGBTQ2S+. Donc, sachez que j'ai cette sensibilité-là en intervention aussi, que par rapport au matériel, c'est peut-être un peu plus difficile. Par rapport à la neurophysiologie, moi, c'est pas quelque chose où je suis une experte, mais je vous ai sorti des informations sur la neurophysiologie de la réponse sexuelle qui sont tirées d'une brochure. La présentation PowerPoint, je pourrais la mettre à disposition. Je l'ai construite pour que vous puissiez y avoir accès. Les premières diapositives sont vraiment tirées quasiment mot pour mot de cette, brochure-là, parce que je vais arriver à moi après, comment je travaille et comment je vois les choses, mais il faut qu'on passe par la neurophysio en premier. Donc, l'excitation sexuelle, c'est quoi et ça se passe comment? Donc, avec une lésion médulaire, l'excitation sexuelle, généralement, sans lésion médulaire, ça arrive de 2 manières. En réponse à une pensée ou à un contact sexuel. Ces 2 différentes manières d'être excité empruntent des chemins différents dans le système nerveux.
L'excitation provenant des pensées, ça s'appelle l'excitation psychogène. C'est peut-être des choses que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, mais c'est bon de faire un rappel. Donc, ce type d'excitation se produit lorsqu'une personne voit, entend ou imagine quelque chose de sexuel. Cela provoque l'envoi de signaux nerveux qui proviennent du cerveau, puis qui descendent par la moelle épinière et se rendent dans les nerfs de la colonne thérostique et lombaire, T11 à L2, jusqu'aux organes sexuels. L'excitation réflexe provenant du toucher, donc l'excitation réflexe, le toucher sexuel cause l'envoi de signaux nerveux dans la moelle épinière et le retour sans qu'il se rende d'abord au cerveau. Cela mène à une excitation automatique, réflexe, des organes sexuels. L'excitation réflexe implique les nerfs dans la moelle épinière sacrale, S2 à S4. Là, c'est vraiment comme un schéma qui reprend justement au niveau des lésions médulaires. Je vais peut-être pas entrer dans les détails, vous les connaissez peut-être, vous pourrez les lire aussi ensuite. Ça me gosse, je vous vois pas en même temps que je vois l'écran, donc je vois pas vos réactions en même temps que j'arrive à lire. Mais vous pouvez voir la colonne qui est vraiment, comment dire, délimitée par rapport aux lésions. Ça, c'est dans le cas de lésions complète. Donc, ça, c'est important de savoir que, je ne sais pas si vous avez déjà pris connaissance des informations, je ne veux pas tout lire parce que ça va vraiment comme alourdir la chose, mais comme je vous ai dit, vous l'aurez déjà. Probablement que si ça fait un moment que vous avez eu votre lésion médulaire, vous savez déjà quel mode fonctionne le mieux pour vous. Est-ce que c'est plutôt le mode psychogène? Est-ce que c'est plutôt le mode réflexe? Je vais passer à la diapositive suivante. Les changements de l'éjaculation. Donc, la plupart des hommes avec une lésion médulaire vivent aussi des changements dans leur capacité à éjaculer. Ils peuvent vivre une incapacité à éjaculer durant l'activité sexuelle. Il peut y avoir des éjaculations imprévisibles ou une condition appelée éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde, c'est quand le sperme ne part pas en avant par l'urètre, mais va dans la vessie. Donc, ils peuvent dire « Ah, j'ai eu une sensation orgasmique », mais il n'y avait pas de sperme. Puis après, en faisant un cathéter ou en allant uriner, ils vont voir que l'urine est trouble. Donc, ça se peut que ça soit une éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde est plus commune chez les personnes qui ont une lésion de T11 à L3. Pour certains hommes ayant une lésion au-dessus de T6, l'éjaculation peut aussi déclencher de la dysréflexie autonome. Donc, ça, c'est aussi quelque chose où il faut faire attention. Mais ça dépend tout des lésions. Donc, voilà. Pour les femmes, on reprend la même colonne vertébrale et puis les informations sont un peu les mêmes, les perturbations par rapport à l'excitation sexuelle. Les deux modes d'excitation, réflexe et psychogène, sont aussi présents. Donc voilà, comme je vous dis, les informations, vous les aurez et vous devez, si ça fait un moment que vous avez votre lésion, vous devez déjà savoir plus ou moins où vous vous situez au niveau du mode réflexe ou du mode psychogène ou des deux. Les femmes peuvent vivre des changements de leur capacité à avoir un orgasme suite à une lésion médulaire. Cela inclut généralement une plus grande difficulté pour avoir un orgasme ou la capacité d'en avoir un. La sensation lors d'un orgasme peut aussi être différente après une lésion médulaire. Vous allez voir, j'ai mis vraiment comme les liens ici dans la présentation. Vous cliquez dessus puis vous arrivez vers la brochure de laquelle j'ai trouvé ces informations que j'ai retirées quasiment, enfin que j'ai repris quasiment telles quelles. Les changements dans la sensation aussi. La plupart des personnes auront une certaine perte de sensation. Excusez-moi. C'était pas ça que je voulais faire. Au niveau des organes génitaux et de la peau à proximité de la lésion. Certaines personnes ressentiront des sensations moins intenses et d'autres ne seront peut-être plus capables de sentir leurs organes génitaux du tout. Dans certains cas, de la douleur ou d'autres sensations inhabituelles peuvent être ressenties en réponse à un toucher qui était auparavant agréable. Donc ça, mes collègues ont parlé de la douleur neurogène avec des lésions incomplètes. Donc c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Donc des touchés qui deviennent aversifs alors qu'avant ils étaient plaisants. Puis c'est de relever le défi d'apprendre à toucher différemment, à se dire « Ah, ces touchés-là ne conviennent plus, mais il y a d'autres touchés. » Donc, les portraits que je vous ai donnés qui sont tirés de la brochure, c'est avec des lésions complètes. Les informations, c'est ça, elles sont valides pour la lésion médulaire complète. Oh, j'ai oublié un S à complète. Pour les lésions incomplètes, il faut partir du principe que le pronostic devrait être plus optimiste que le modèle de base. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ça devrait être mieux. Mais
à nouveau, c'est peut-être mieux, mais moins clair. Donc, personne ne peut vraiment vous dire ça ressemblera à quoi, c'est quoi qui sera là exactement. De là, c'est important d'explorer. Puis ça, c'est vraiment le message que j'aimerais vous passer, qui est l'importance d'explorer. Les lésions médulaires et la sexualité, c'est le paradoxe, l'éléphant dans la pièce, parce que tout le monde s'entend pour dire que la lésion médulaire influence la vie intime et sexuelle, qu'avoir une vie intime et sexuelle, ça peut entraîner des impacts positifs sur la qualité de vie. On en verra certains des bienfaits de la sexualité, mais dans la réalité, il n'y a pas grand monde qui en parle. Ça fait rarement partie des plans d'intervention. Il y a même rarement des services en sexologie dans les différents centres de réadaptation. Donc, c'est difficile d'avoir accès à des ressources qui concernent votre sexualité. C'est souvent la première chose qui prend le bord et souvent la dernière chose qu'on adresse parce qu'il y a comme des enjeux de survie. Puis ça a beau être quelque chose de présent, on va vous parler de plein de choses, mais pas de ça. Donc, c'est quelque chose qui, généralement, vient ensuite, alors que c'est important à bien des égards aussi. Plus de facilité à parler de celle que de sexualité. Celle-là, je la sors tout le temps parce que je suis toujours impressionnée à quel point les intervenants vont me dire « Oui, mais c'est l'intimité, mais oui, c'est difficile d'aborder la sexualité. » L'élimination, c'est pas facile non plus. Puis, à peu près toutes les disciplines ont appris à parler de l'élimination. Il y a même les diagrammes, je viens souvent avec cette image aussi, mais avec les différentes consistances de sel, puis on va vous demander comment c'était ce matin, etc., etc. Donc, les gens ont développé un langage pour parler de l'élimination. Donc, à eux de développer un langage pour pouvoir aborder la sexualité parce que vous avez le droit à ce qu'on aborde la sexualité après une lésion médulaire. Puis, la société présume beaucoup que la personne qui vit avec un handicap devient un être asexué. Puis, si on accorde une sexualité à la personne en situation de handicap, elle doit forcément être hétérosexuelle et vanille. Vanille étant un terme que je ne sais pas si vous connaissez, mais très, comment dire, je ne trouve plus le mot, mais pas plate, mais très, il y a des gens qui font comme ça, pas forcément plate, mais très, très standard. Papa dans maman, la lumière éteinte en position du missionnaire. Non, la sexualité, c'est pas forcément ça. Si on avait des kinks ou des fétiches avant ou certaines pratiques qui n'étaient pas des pratiques vues comme étant une pratique de la norme, on l'a encore après, même si on a une lésion médulaire en plus. Donc, c'est de savoir que, non, on ne devient pas qui on n'est pas avec une lésion médulaire au niveau de la sexualité et qu'on a le droit de revendiquer la sexualité qu'on aime, qu'on apprécie, puis dans laquelle on se sent bien. Légitimité du sujet, moi c'est là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. C'est un sujet légitime avec vos médecins, avec vos intervenants. Sentez-vous légitime dans vos préoccupations, vos questions, vos inquiétudes. C'est important que vous puissiez en parler. Aborder le sujet comme un autre, puisque comme tout le monde, vous êtes des êtres sexuels et sexués. Oui, c'est difficile d'aborder la sexualité, mais ça fait partie de la vie. Et puis, des fois, je vois de la part des intervenants aussi, parce que je fais des présentations avec les intervenants. Puis les intervenants sont comme, oui, mais alors, pour parler de sexualité, je vais essayer d'aborder les choses comme délicatement et tout ça. Puis des fois, plus on essaye de mettre des gants blancs, plus ça fait que le malaise est grand parce que la personne en face se dit, si on prend tellement de gants blancs pour pouvoir aborder ça, c'est que ça doit être quelque chose de confrontant, donc je ne me sens pas forcément libre d'en parler. La sexualité, voilà, c'est une habitude de vie comme une autre, et puis vous êtes légitime là-dedans. Vous avez des difficultés dans votre vie intime et sexuelle, parlez-en. Ça ne sert à rien de rester pris avec ça. Puis, justement,
Parfois, avec les pairs, c'est le fun parce que justement, il y en a certains qui ont déjà eu les mêmes genres de difficultés, puis peuvent vous amener ailleurs, puis vous donner des trucs et tout ça. Puis c'est le fun d'en parler aussi avec des personnes concernées. Quelqu'un disait avant, oui, mais avec une lésion incomplète, ben, c'est plus difficile de trouver des gens avec qui on a les mêmes enjeux exactement ou tout ça. Mais il faut en parler. Ah, puis s'il vous plaît, ne vous sentez pas responsable de la gêne, du malaise qui peut survenir chez vos intervenants. Ce n'est pas votre problème. En tant qu'intervenant, on doit se former, on doit passer par-dessus nos malaises. On doit aussi se positionner. Pourquoi ça me rend mal à l'aise? C'est à quoi que ça me renvoie? Est-ce que ça me renvoie à mes propres gênes, après mes propres traumas, mes propres difficultés? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'aller là pour en parler avec quelqu'un? Puis on s'entend que justement des sexologues, il y en a pas énormément dans le réseau, malheureusement, mais plus les gens mentionneront aussi leurs besoins, plus peut-être qu'un jour, à un moment donné, il y a des postes qui se créeront. Et puis, ça sera le fun. Mais vous avez d'autres intervenants. Puis, des fois, juste de ventiler sur ce qui se passe, des fois, juste de pouvoir le verbaliser. Parfois, les intervenants en ergo, moi, j'aime beaucoup mes collègues ergo et j'ai dit toujours, on a de quoi faire en collaboration parce que justement, on peut travailler ensemble pour aller comme réfléchir à certaines, adaptations qui peuvent être faites. Parce que justement, entre le plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est souvent mise pour les activités de la vie quotidienne et de la vie domestique et tout ça. Puis j'entends des fois, oui, la rendre autonome ou le rendre autonome pour faire son ménage. C'est fantastique de pouvoir passer la balayeuse tout seul, mais c'est-tu fantastique de pouvoir se débrouiller aussi tout seul pour pouvoir avoir un moment privilégié avec soi-même ou avec son ou sa partenaire. Donc, ça vaut la peine d'aller là, ça vaut la peine de parler de vos besoins pour que ça change aussi, puis que de plus en plus de gens l'adressent. Parce que c'est à adresser, puis qu'on s'entend que on va voir des bénéfices après, mais il y en a plein des bénéfices. Ouh là là là, ouh. Je vais essayer de draper ça vraiment comme rapidement, mais c'est ça, s'il vous plaît, sentez-vous pas genre responsable de la gêne des autres, c'est pas votre problème, c'est le leur. Vous en avez d'autres des problèmes. Les bienfaits de la vie sexuelle, libération d'hormones qui font du bien, les endorphines, l'ocytocine, l'apaisement, la détente, le lâcher prise, une meilleure connaissance de soi et son corps, de qu'est-ce qu'il est capable de faire, des réponses aux besoins affectifs et d'être en lien, intimité, rapprochement, complicité, temps de qualité pour soi et pour le couple, parce qu'on s'entend que les fonctions de la vie sexuelle en individuel et en couple, c'est pas forcément les mêmes. Ça augmente l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a plein de choses bonnes qui vont avec ça. La spasticité, j'ai un usager qui me disait, moi, est super spastique, tétra super spastique, puis il me disait, moi, là, c'est toute une job d'y arriver à l'éjaculation, mais quand j'y arrive, là, j'ai comme 4-5 heures de break avec ma spasticité. Alors, je dis souvent, mais utilisez la sexualité à des fins thérapeutiques pour votre spasticité, si c'est possible. Donc, vraiment, il y en a plein de bienfaits, puis il y a tous les bienfaits qui sont propres à chacun. Ça sera important dans la sexualité de redéfinir, élargir la définition de sexualité, de définir l'objectif de la sexualité. C'est quoi qui est important? Est-ce que c'est d'avoir des plaisirs ou est-ce que c'est d'avoir l'orgasme, enfin d'atteindre l'orgasme? C'est deux choses différentes. Et puis, on peut avoir beaucoup de plaisir et pas d'orgasme. On peut avoir un orgasme et pas beaucoup de plaisir. Il y a plein de choses qui sont possibles. Explorer, tester comment faire autrement. Vous le faites déjà dans toutes les sphères de votre vie. Alors, s'il vous plaît, permettez-vous de le faire dans la sexualité. Gardez en tête que ce qui devrait indiquer la fin de la relation, c'est quand il n'y en a plus plaisir. C'est là qu'on arrête. C'est pas quand il y a orgasme des deux partenaires simultanément et en ayant eu un rapport qui a commencé de manière spontanée. J'aime beaucoup adresser les mythes qui entourent la sexualité. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais bref, peut-être une autre fois. Si vous êtes avec un ou une partenaire, explorez les perceptions, les sensations individuellement et ensuite ensemble. Ah, je suis presque bonne avec le timing.
Ensuite, ben, c'est ça. Vous êtes les experts de votre sexualité. Moi, quand j'ai des gens dans mon bureau, je dis toujours que j'ai une expertise en sexo, mais l'expertise chez Jacques Tremblay, enfin, l'expert de la sexualité de Jacques Tremblay, c'est Jacques Tremblay. Et puis, ben, moi, c'est de voir comment mon expertise en sexo peut amener Jacques Tremblay à avoir la sexualité qu'il désire avoir. Parce qu'on s'entend que votre expertise dans votre sexualité, elle a été complètement crashée par la lésion médulaire et que vous avez dû réapprendre. Je dis souvent aux usagers, ben, vous êtes de nouveau vierge ou j'aime bien avec les jeunes hommes, les émédulaires, leur dire, ben, t'es de nouveau puceau. On va gérer ça comment? Et puis, c'est de les amener à se faire confiance puis à développer ce qui leur convient. Donc, si vous vous sentez légitime dans votre besoin et tout ça, vous serez plus à même d'aller chercher des services. On s'entend qu'ils ne sont pas facilement accessibles et dans les deux sens du terme, hein, accessible et accessible, on s'entend que, ben, comme je l'ai dit avant, des sexos, il n'y en a pas tant que ça. Prenez connaissance des facteurs qui vous sont propres à vous. Ne tirez pas de conclusions hâtives, surtout avec des lésions incomplètes. On ne sait pas, personne ne le sait, alors explorez. Puis c'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que ça ne marchera pas demain. Soyez créatifs parce que vous l'êtes pour toutes les autres sphères de votre vie aussi. Essayez puis réessayez, puis cultivez votre sens de l'humour parce que c'est important. C'est pas toujours facile, puis on s'entend que c'est pas quelque chose, le retour à la sexualité qui se fait de manière exponentielle, puis il y a des fois de la tristesse, de la colère, mais il peut aussi y avoir des choses qui coûtent bon. Donc c'est pas linéaire, mais vous allez trouver vos stratégies. Alors faites-vous confiance. Voilà, il y a encore 10 000 choses à dire, mais c'est ça. Ben, merci beaucoup, Rachel. C'était super intéressant. Salut. Juste avant qu'on continue, pour pas que vous soyez stressés, on va dépasser un peu. Fait qu'au niveau de la discussion, c'est pas grave. Nous, on n'a rien d'autre après, c'est vous. C'est à vous de voir puis de gérer votre temps, mais c'est ça. Stressez-vous pas si on dépasse 3h30. C'est pas grave. Nous, on peut le faire. Les prochains présentateurs seraient M. Nassif Saif et Mme Laurie Paquette. Attendez, je vais vous épingler en écran vedette. Bon, merci. Mais ma collègue Laurie va être présente pour la partie des questions, mais pour la présentation, je vais être seule. Okay, merci, merci, Caroline. Je vais partager mon écran. Et donc, je m'appelle Nassif. Je travaille chez Kinova. Nous sommes une compagnie québécoise de robotique. Nous sommes à Boisbriand. Quand je dis robotique, souvent, nous allons penser, nous allons avoir l'image d'un robot qui est en train d'assembler une auto, peinturer une auto, ramasser 100 sacs de chips en 1 minute. Mais jamais on va penser à quelqu'un qui a juste besoin de mettre ses lunettes, quelqu'un qui attend 2 heures devant un ascenseur parce qu'il n'est pas capable d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte de l'ascenseur. Donc, chez Kinova, on a décidé que la robotique puis la technologie qu'on fait est toujours pour aider ces gens qui en ont besoin le plus. Pour cela, nous sommes fiers de supporter et de travailler en collaboration aussi avec Memo Québec depuis plus que 10 ans. Pourquoi je dis ça? La photo que vous voyez dans ma présentation, le monsieur s'appelle Jacques, c'est l'oncle du fondateur de Kinova, puis il vivait avec une dystrophie musculaire. Le monsieur, par lui-même, a conçu l'idée de notre bras Jaco. Donc, dans la photo, qu'est-ce que vous voyez à gauche? C'est son fauteuil roulant avec un bras mécanique que lui a conçu en utilisant des pièces qu'on peut trouver dans la maison, des pièces de bicyclette, des choses qu'on peut trouver à la maison, mais il a construit un bras qui va lui permettre de continuer le minimum de sa vie normale, pouvoir ouvrir une porte, prendre une manette. Puis chez Kinova, mais nous avons pris cette idée, puis nous l'avons poussée en utilisant la technologie d'aujourd'hui, puis en utilisant le bras robotisé qui s'appelle Jaco, qu'on voit sur le fauteuil à droite.
Donc, Kinova a été fondé en... Désolé, je vais passer un peu assez vite dans la présentation parce qu'on est limité dans le temps, mais à la fin de la présentation, je vais laisser mes coordonnées, puis je vous invite de m'envoyer des courriels si vous souhaitez en avoir plus sur nos produits, si vous souhaitez essayer nos produits ou avoir des démos, ça nous fait plaisir chez Kinova d'essayer les produits avec vous. Donc, fondé en 2006, Kinova, on a commencé par avoir le produit qu'on appelle Jaco, qui est un bras robotisé qui s'installe sur un fauteuil roulant pour aider les personnes à mobilité réduite. Mais depuis ce temps, on est maintenant présent dans plusieurs domaines, surtout en recherche, en médical et en industriel. Mais on garde toujours à cœur que les produits qu'on va faire sont là pour aider les gens et leur donner plus de pouvoir. Donc, ici, on voit assez vite les produits que nous offrons pour le domaine de recherche, aussi pour le domaine médical dans des salles d'opération. Mais le plus important, c'est le bras Jaco, que, comme je vous ai expliqué, il s'installe sur un fauteuil roulant. Puis, ce bras, il va être intégré sur le fauteuil roulant. L'utilisateur va être capable d'utiliser, dépendamment des besoins. Des fois, ça va être avec la tête, avec les doigts, mais chaque utilisateur a des besoins différents. Puis c'est pourquoi on va toujours essayer les produits avec l'utilisateur pour mieux comprendre ses besoins, puis pour mieux lui servir. L'idée, c'est de pouvoir donner le contrôle à l'utilisateur avec les moyens que lui est capable d'utiliser. Des fois, c'est les doigts. On va intégrer le robot avec le joystick du fauteuil roulant. Puis avec seulement 2 boutons, on va être capable de contrôler le bras. Donc, on va être capable de prendre un verre d'eau, ouvrir une porte, manger. Il y a des gens qui sont capables de se maquiller avec ce robot. Donc, il faut penser à ce robot. C'est un peu qu'est-ce que vous voyez à côté de moi, mais c'est un robot plus pour de la recherche. Sauf que pour l'assistif, ça ressemble beaucoup. Puis, on est en train au lieu d'utiliser notre bras pour faire le travail, mais on va s'en servir de la technologie puis utiliser un bras robotisé. Dans les photos que vous voyez ici, c'est un support de bras dynamique. Donc, la différence entre le bras Jaco et ce produit qui est là, c'est que le bras Jaco est contrôlé avec une manette. Donc, pour le faire bouger, on a besoin d'envoyer des commandes à travers d'une manette. Ça ressemble beaucoup simplifié. Si on est en train de jouer à un jeu vidéo, on a une manette dans la main, puis on est en train de bouger les joueurs dans l'écran, mais c'est pareil, sauf qu'on est en train de contrôler un bras robotisé. Donc, je peux complètement le bouger à travers d'une manette, même si je ne peux pas bouger mes bras. Ce produit qui est là, c'est un support de bras dynamique. Pour pouvoir l'utiliser, on a besoin quand même d'un minimum de muscles qui travaillent dans nos bras. L'idée de ce produit, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter le poids de leurs bras. Puis, avec ce produit, mais on est en train de compenser la gravité. Donc, la personne qui va utiliser le support de bras dynamique, il va se sentir comme si son bras est en train de flotter tout seul. Il a juste besoin de donner un petit coup, puis capable d'avancer, puis reculer. C'est comme si une plume un peu qui vole, c'est ça le but de ce produit. Il est offert en 2 formes. On a un produit totalement mécanique, puis on a un autre qui inclut un peu d'électronique. La différence, c'est qu'avec le bras mécanique, la personne qui va aider l'usager va contrôler la force. Donc, si jamais on a besoin d'ajuster la force pour l'adapter au poids de notre bras, mais on a besoin de l'aide de quelqu'un pour l'ajuster. Avec l'aide d'électronique qu'on va ajouter, la personne, avec simplement un bouton, il va être capable d'ajuster cette force-là. Puis, qu'est-ce que ça va donner de plus? C'est qu'avec le bras mécanique, pour pouvoir soulever le bras vers le haut, on a besoin de donner un petit coup avec le muscle. C'est bon, ça va nous aider à travailler quand même le muscle puis ne pas perdre cette motricité, mais avec l'ajout de l'électronique, avec un bouton, c'est comme on va demander
à ce produit de donner un peu plus de force sur notre bras. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Mais l'effort va être assez élevé qu'elle va pousser notre bras vers le haut. Comme vous voyez ici, les deux photos à droite, c'est un support de bras totalement mécanique. Pas seulement les gens qui ont des mobilités réduites qui peuvent l'utiliser, aussi on a des gens qui font des tâches répétitives que le bras va être assez utile pour eux, juste pour donner une idée de comment ce bras peut aider. Donc, il va vraiment aider à mettre le minimum de force sur le muscle de l'utilisateur. À gauche, on voit le monsieur qui utilise le bras électrique qui s'intègre sur son fauteuil roulant, puis capable de manger parce qu'en appuyant sur le bouton qui va donner plus de force, mais cela va aider à soulever le bras vers le haut. Donc là, encore une fois, on voit le support de bras, mais avec de l'électronique dedans. Puis on voit bien que la madame est capable de manger toute seule, de se maquiller, prendre le verre d'eau. Pour quelqu'un qui peut utiliser ses bras, c'est quelque chose de très simple. Il faut imaginer que toute la journée, je ne peux pas bouger mes bras. Puis imaginez combien cela est efficace pour l'autonomie de la personne, combien cela peut aider. Donc, c'est important des fois de penser vraiment que la technologie n'est pas justement faite seulement pour l'industriel, pour les usines, mais aussi pour tout le monde, pour des gens qui ont des mobilités, qui sont en mobilité réduite. Là, j'ai deux vidéos que je vais vous montrer. Un, la personne sans le support de bras, puis une avec le support de bras. Donc là, on va voir le monsieur, il va essayer de bouger un peu ses bras. On voit qu'il est capable un peu d'initier un mouvement, mais il n'est pas capable de le compléter. Puis, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer avec l'aide du support de bras comment le mouvement va se faire. Donc, on voit bien que ce petit mouvement que le monsieur est capable de commencer, mais puisque on enlève l'effet de la gravité que c'est appliqué sur le bras, mais le monsieur est capable de vraiment aller chercher des objets, peinturer, dessiner. Donc, le prochain produit aussi que je vais vous montrer, c'est pour les gens même qui vraiment ne peuvent pas du tout bouger le bras, mais ils veulent continuer à pouvoir manger tout seul. C'est un robot qu'il y a une tâche unique, c'est aider les gens à manger tout seul en autonomie. Comment ça fonctionne? C'est, comme vous voyez dans les photos, nous avons une assiette avec un plat avec 4 assiettes. C'est très simple. Il y a la cuillère qui est attachée à ce robot, puis contrôlé avec simplement 2 boutons. Donc, on a un bouton qui va demander au robot d'aller chercher la bouffe de l'assiette, puis un bouton qui va lui dire de quelle assiette. Donc, c'est tout pour contrôler le robot. La différence entre ce produit puis le Jaco que j'ai présenté, c'est que le Jaco est assez bon pour les tâches de tous les jours. Prendre un téléphone, prendre la manette de la télévision, ouvrir une porte si on veut, se maquiller par exemple. Mais quand c'est le temps de manger, avec Jaco, on peut le faire. C'est un peu plus difficile parce qu'il n'est pas conçu juste pour cette tâche. Alors que le produit que vous voyez ici est conçu pour aider les gens à manger tout seuls. Puis, la seule tâche unique qu'il fait, c'est manger. C'est un produit qui est assez facile à transporter. On peut imaginer si on veut sortir dans un restaurant, on peut l'apporter avec nous. Dans la maison, on peut le mettre dans la cuisine, dans la salle à manger. Donc, c'est facile à transporter. C'est pas quelque chose qui est lourd. Puis, il y a une batterie dedans qui nous donne une autonomie quand même pour plusieurs heures pour nous permettre de manger tout seul.
L'assiette, on peut l'enlever puis demander, par exemple, aux gens dans le restaurant de nous préparer la bouffe dans cette assiette-là pour qu'on puisse la manger tout seul. J'ai 2 petites vidéos qui montrent un peu l'utilisation de ce produit. Donc, comme vous voyez, l'enfant ici dans la photo, il va utiliser un bouton. Il y a vraiment seulement 2 boutons pour l'utiliser. Un pour aller chercher la nourriture de l'assiette, puis l'autre bouton, c'est de choisir de quelle assiette on veut manger. Avec les boutons, vous les voyez ici en noir. Très important de savoir que la sécurité pour les gens, c'est très, très important, puis que tous nos appareils sont conçus pour être sécuritaires. Si jamais nos produits rentrent en contact avec la personne, il y a des mécanismes qui vont prévenir de faire des accidents. Donc, la sécurité, c'est toujours très, très, très important pour tous les appareils. Que ce soit au bi, on peut voir que la cuillère peut se détacher assez facilement et collée d'une façon magnétique. Donc, c'est facile de la détacher. Pour Jaco, on a des capteurs de force sur chacun des joints. Donc, si jamais ça touche un objet, on va le savoir. On peut toujours aussi programmer des zones de protection proches de la tête de l'usager pour que jamais ça rentre en contact. Encore 2 minutes, M. Saïf. Oui, j'ai fini. Ah, c'est bon. Donc, dernière chose, présentement, nos produits peuvent être supportés par le programme AVQ-AVD si on est capable de démontrer que ces produits sont assez importants pour donner l'autonomie à la personne, surtout quand c'est le cas pour manger. Donc, c'est pourquoi on préfère toujours de faire des essais avec l'usager, avec les ergots. Donc, on vous donne le produit pour que vous vous assurez que ça répond aux besoins. Puis, on peut faire une demande pour le programme AVQ-AVD. Présentement, une très bonne nouvelle, c'est que la Société d'assurance automobile Québec, pour les personnes qui ont malheureusement eu des accidents de route, rembourse des produits si on est capable de démontrer que cela va améliorer la vie des usagers. La même chose pour le CNSST, puis on travaille aussi avec d'autres programmes. Donc, j'espère dans le futur, assez bientôt, pouvoir ajouter d'autres organismes qui peuvent vous aider, les usagers, à avoir les produits. Donc, je vous laisse mon courriel. Si vous voulez prendre en note, si vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles, répondre à toutes vos questions, planifier des démos. Si la pandémie persiste, nous pouvons toujours vous envoyer les produits par la poste pour que vous puissiez faire l'essai par vous-même. On sera disponible à distance pour vous former, vous aider, mais ça nous fait toujours plaisir de se déplacer puis faire l'essai en personne avec vous. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Notre dernière présentatrice, c'est par une capsule que Vanessa va vous mettre. Fait que Vanessa pèse sur le piton. De Dorothée Barthélémy, chercheure qui est présente avec nous. C'est une capsule préenregistrée, alors qui va venir clore les présentations. Je vous partage mon écran à l'instant. Bonjour, mon nom est Dorothée Barthélémy et je suis professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheure au CRIR ainsi qu'à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche scientifique sur les lésions incomplètes de la moelle épinière. On n'entend pas. Je vais essayer de monter le son. Donc, comme vous le savez, une lésion de la moelle épinière va amener une perte des sensations et des mouvements sous le niveau de la lésion, ce qui va avoir des conséquences importantes sur les activités de la vie quotidienne. L'amélioration des soins immédiatement de la lésion. Moi, j'entends pas. Et maintenir intactes les fibres non touchées par la. Je m'excuse, vous m'entendez. Le volume de la vidéo et de mon ordinateur est au maximum. Vous entendez rien du tout? Vous entendez un petit peu? Non, on n'entend pas.
Pas assez pour distinguer des mots, là. OK. Écoutez, j'ai peut-être Caroline, ouais, de suggestion comme ça. Peut-être qu'on pourrait le mettre sur notre chaîne YouTube, tout simplement, la vidéo du docteur Barthélémy. C'était très intéressant, c'est en lien avec la recherche, mais c'est vrai que là, le son, on entend mal, on s'en excuse. Attendez, docteur Barthélémy me dit qu'elle peut la faire en ligne. Alors, bonjour, docteur Barthélémy, ça serait à vous. Bonjour, attendez, je vais chercher la présentation. Je ne l'avais pas sortie. Ça tombe bien, on va vous chercher aussi. Ça n'a pas très long, je l'ai quelque part. Quand même, on voit que vous êtes vous retournez sur un dizaine, comme on dirait. On aime ça. Oui. Et ce ne sera pas long, je vais juste... je la fais fermer. Ah, là, il y a un bouton qui m'a été envoyé, puis en fait, ça vient de bloquer mon écran. Ah, voilà. Alors, je vais juste ouvrir la présentation. C'était le vidéo. Ça, c'était la présentation finale. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Parfait. Attendez, je vais arranger ma caméra parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à être à ce moment-ci. Est-ce que vous voyez bien le tout, ma présentation? Oui. Parfait. Et vous m'entendez bien aussi? Super bien. Parfait. Alors, bonjour. Écoutez, ça, je pense que ça va être moins fluide que dans la présentation que j'avais enregistrée. Mais donc, mon nom est Dorothy Barthélémy. Je suis professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheur au CRIR, donc au Centre de recherche en réadaptation, ainsi qu'à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui de la recherche scientifique sur les lésions incomplètes de la moelle épinière, principalement des avancées récentes afin d'améliorer la réadaptation. Comme les intervenantes l'ont dit avant, là, je ne répéterai pas beaucoup plus, une lésion de la moelle épinière, ça va vraiment amener un changement au niveau des sensations et des mouvements et donc un impact important sur les activités de la vie. Comme l'ont dit les premières intervenantes, là, il y a de plus en plus de lésions médulaires incomplètes, dû notamment au fait qu'il y a de meilleurs soins là, en aigu. C'est une des raisons pour laquelle on est capable de préserver les fibres de la moelle épinière qui n'ont pas été touchées par la lésion initiale et qui font en sorte en fait que la lésion elle est incomplète au lieu de devenir complète. Donc, une fois la phase aiguë passée à l'hôpital Sacré-Cœur, entre autres pour l'ouest du Québec, les personnes vont être transférées à l'Institut de réadaptation où ils vont être accompagnés par une équipe en réadaptation pour retrouver les mouvements, les sensations. En fait, c'est pour retrouver un peu le contrôle de leur corps. Hein. Et dans mon laboratoire, qui est aussi situé au 4e étage là, de l'IRGLM, nous effectuons des recherches là, pour tenter d'améliorer, de bonifier les interventions qu'on peut offrir aux patients. Mon laboratoire est un parmi tant d'autres à travers le monde. Donc, en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu là, des différentes avancées, pas simplement les nôtres, mais aussi celles qui sont un peu dans la littérature et que vous voyez dans les magazines quelquefois. Ici, je ne passerai pas trop par-dessus parce que je pense que tous les intervenants ont parlé de la lésion, du niveau de la lésion qui peut en fait expliquer pourquoi une personne va récupérer différemment d'une autre. Je pense que j'aimerais mettre l'emphase sur un point différent ici qui est la sévérité et la localisation, mais à l'intérieur même du niveau de lésion. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la moelle épinière vue d'en haut. C'est comme si on avait nos yeux étaient ici puis on regardait en bas. Ce qu'on voit en gris, c'est vraiment les neurones de la moelle épinière. Et ce qu'on voit en blanc, ce sont vraiment les connexions entre le cerveau, la moelle épinière et les muscles, et par la suite, qui vont se rendre aux muscles. Il y a différents types de lésions. Certains vont être plus petites, d'autres plus grandes. Évidemment, si la lésion est plus grande, il va y avoir une plus grande atteinte. D'autres vont être localisées dans différentes parties, vont interrompre différentes connexions. Entre autres, si les connexions interrompues sont au niveau de ce qu'on appelle la partie dorsale de la moelle épinière, donc vraiment en arrière, toutes les sensations qui viennent de nos doigts, de notre peau, des muscles, elles ne vont pas se rendre de manière optimale au cerveau, elles vont être interrompues. Donc, tout ce qui nous entoure, on va avoir la difficulté à le ressentir. Si par contre, la lésion est localisée beaucoup plus en latéral, c'est-à-dire sur le côté de la moelle épinière, à ce niveau-ci, les connexions sont interrompues,
Mais après ça, tout le contrôle moteur qu'on peut avoir sur nos bras, sur nos jambes va être interrompu. Toutes les commandes qui viennent du cerveau et qui vont dire aux muscles quoi faire, ça va être interrompu. Donc, évidemment, ces interruptions vont faire en sorte d'amener des paralysies à différents degrés. OK, voilà. Évidemment, le système nerveux, il se réorganise pour tenter de retourner à la normale et de plus en plus d'études le démontrent. C'est ce qu'on appelle comme terme la neuroplasticité. C'est-à-dire que le cerveau, la moelle épinière va tout faire pour refaire les connexions le plus possible. On ne sait pas exactement encore comment gérer cette neuroplasticité, comment en profiter de manière maximale, de manière optimale. On a quelques indices, par contre, qui sont donnés par différents outils. Notamment, le premier outil dont j'aimerais vous parler, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Ici, je vous montre, donc, c'est la vue de côté. C'est comme si on voyait cette personne-ci. Hein? Ça, c'est l'imagerie par résonance magnétique en noir et blanc. Puis, vous voyez ici, il y a les vertèbres. Donc, en jaune, ici, je vous les pointe. J'espère que vous voyez ma flèche. Là, c'est vraiment les vertèbres qu'on voit. C'est les mêmes, les blocs ici qu'on voit, les carrés. Oups, pardon. Ça ne sera pas très long. Les carrés ici que l'on voit, ben, c'est les vertèbres. Alors, moi, j'attire votre attention sur le tissu, sur toute la bande grise ici. Cette bande grise-là, c'est ça la moelle épinière. Donc, une moelle épinière au niveau du cou. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a eu une lésion au niveau de ce qu'on appelle la moelle épinière cervicale. Donc, ce qui est en blanc ici, c'est vraiment toute la lésion. C'est à ce niveau-là, les fibres, elles ne passent pas. Elles ne passent pas du cerveau en bas de la moelle épinière. Elles sont interrompues. Par contre, vous pouvez voir que de part et d'autre de la lésion, il y a des connexions qui sont restées. Il y a encore des moyens de passage de communication entre le cerveau et le reste de la moelle épinière. Et donc, une lésion incomplète. Et ces voies-là, ou ces connexions-là qui sont encore présentes, vont tout faire pour tenter de compenser les déficits, compenser les problèmes qui peuvent avoir été amenés par cette lésion-ci. Alors, nous, on utilise un peu comme référence, c'est l'imagerie par résonance magnétique, mais dans notre laboratoire ici de neuromobilité, c'est le nom de laboratoire que je dirige, nous, on essaie d'utiliser d'autres types d'outils. Les types d'outils, ce que ça s'appelle, c'est plutôt des outils électrophysiologiques. C'est un gros mot, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise la stimulation électrique ou des stimulations magnétiques pour essayer d'améliorer la récupération. On peut stimuler à différents niveaux. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai des photos, on peut stimuler au niveau du cerveau pour tenter d'améliorer, d'augmenter la force des commandes du cerveau pour qu'elles soient entendues en bas de la lésion. On peut stimuler directement au niveau de la moelle épinière ou on peut stimuler au niveau des nerfs de la jambe. Et donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un premier temps, avec ces stimulations électriques et avec cette imagerie par résonance magnétique. On veut d'abord savoir quelles sont les connexions qui sont interrompues. Je vous ai dit qu'il y a différents endroits dans la moelle épinière, puis les connexions ne sont pas toutes les mêmes. Fait que c'est lesquelles qui sont interrompues, puis surtout lesquelles sont encore présentes. Celles qui sont encore présentes, bien, on va mettre en place des traitements pour tenter de les bonifier, pour améliorer leur efficacité, pour les accompagner dans leur tentative de pallier au déficit. C'est un peu ça qu'on veut faire. On veut augmenter, bonifier la réadaptation qui est faite à l'aide de ces stimulations-là. Puis, les prochaines diapos, c'est vraiment, je vais vraiment parler de la thématique 2, c'est-à-dire des traitements qui commencent à être mis en place pour une clientèle avec une lésion médulaire incomplète. Donc, en fait, ça a été dit aussi par les intervenants plus tôt, une lésion médulaire incomplète, il y a des gens qui peuvent réapprendre à marcher, même très bien, mais cette marche, elle peut être périlleuse, en fait. Hein? Le risque de chute est très, très élevé. Puis, ce qu'on a démontré, nous, au labo, dans des études, et puis d'autres laboratoires aussi ont démontré, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a une perturbation, quelqu'un manque de tomber, bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que le système nerveux, il réagit beaucoup plus lentement qu'une personne sans lésion. Le système nerveux et aussi les muscles vont réagir beaucoup plus lentement à une perturbation. Ils ne vont pas être activés rapidement, ce qui fait en sorte que la personne a le temps de tomber avant de se reprendre. Puis souvent, quand elle essaie de se reprendre, il est un peu trop tard. La chute est déjà entamée. Donc, ce qu'on fait, on a commencé une étude là, qui est en cours. En fait, on a déjà collecté des données. On a déjà eu des gens pour voir si ça fonctionnait ou pas. On a commencé avec une approche thérapeutique qui est sans stimulation pour commencer, qui est vraiment une approche mixte, c'est-à-dire c'est un entraînement de 4 semaines
où on fait 2 parties d'entraînement. La première partie, je vous l'ai dit, l'activation musculaire est plus lente. Fait que ce qu'on veut faire ici, c'est augmenter la rapidité de l'activation musculaire. Augmenter pas juste la force des muscles, mais la rapidité avec laquelle la personne va faire une contraction ou va forcer son muscle. Fait qu'en fait, on a différents, là vous voyez devant un écran, puis il y a différents paradigmes qui lui demandent de commencer à contracter. Puis le but vraiment, c'est qu'il contracte le plus rapidement possible. Maintenant, on veut que cette contraction-là, cette activation musculaire-là, elle soit pertinente. On veut que ce soit vraiment utilisé quand la personne elle va être perturbée. Alors, ce qu'on fait ici, je ne sais pas si vous voyez, ce qu'on fait, c'est un conditionnement, donc la deuxième partie de l'entraînement, un conditionnement dans la tâche. C'est-à-dire qu'on demande à la personne d'être debout sur un plancher qu'on peut bouger. Donc, le plancher il va être soit tiré vers l'avant, vers l'arrière, soit basculé vers l'avant, vers l'arrière. Un autre de nos paradigmes, c'est que la personne est debout devant l'écran, puis un peu comme un Wii Fit, si vous voulez donner Nintendo, un jeu vidéo, où en bougeant son corps, elle est capable d'aller atteindre différentes parties au niveau de l'écran, différentes cibles. Et nous, pendant ce temps-là, on peut bouger aussi le plancher. Donc, vous voyez qu'en combinant la rapidité, en tentant d'augmenter la rapidité des activations des muscles, puis en tentant de faire pratiquer la personne à ne pas tomber, à garder son équilibre, en fait, on tente d'atteindre, de diminuer le risque de chute. Donc ça, c'est un projet qui est déjà en cours. Les données qu'on a collectées à date sont très encourageantes et on continue en fait à recruter pour ce projet et à continuer à faire les tests, spécialement une fois que le COVID sera arrêté, parce qu'évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la pandémie a mis quand même un frein à nos projets, à nous et à d'autres chercheurs. Une deuxième, alors, en fait, avant de passer à vraiment la simulation en tant que telle, j'aimerais vraiment dire que, donc, on a différents traitements. Ces traitements sont très proches de ce qui se fait maintenant. C'est juste un arrangement différent. Mais en électrophysiologie, donc en utilisant différentes techniques de stimulation, il y a toute une sorte de bouillonnement en ce moment en recherche. C'est vraiment un dynamisme très important parce que, oui, les lésions médulaires incomplètes, les gens peuvent recommencer à marcher puis dans la rue sans problème. Mais il y en a d'autres qui ont une lésion incomplète, mais qui marchent très peu ou pas du tout. Donc, il y a vraiment une faiblesse importante. Et à ce moment-là, ce dynamisme en électrophysiologie, ces nouvelles recherches, si vous voulez, qui viennent dynamiser là, le tout, se ciblent en fait les gens qui ont ce type de lésion-là. Donc, je vous parle ici de la stimulation épidurale de la moelle épinière. Vous avez peut-être entendu parler de ce type de stimulation dans les journaux, entre autres, ça fait les manchettes. Donc, c'est invasif, hein? C'est une chirurgie, c'est une opération. Ils vont mettre au niveau des électrodes épidurales, un paquet d'électrodes au niveau de la moelle épinière. Ici, c'est une radiographie de quelqu'un du bas de son dos. Alors, vous voyez sa colonne vertébrale ici, ses côtes, de chaque côté. On va aller insérer les électrodes au niveau de la moelle épinière, hein, ici comme sur le dessin. Puis le stimulateur, on va aussi l'implanter pour que tout soit dans la personne. Évidemment, c'est invasif, il peut y avoir des possibilités de rejet, mais ce qui semble montrer, c'est que le bénéfice de plusieurs de ces personnes est là. C'est-à-dire que plusieurs des personnes qui n'auraient pas pensé pouvoir faire un entraînement sur le sol, un entraînement à la marche sur le sol, peuvent maintenant le faire. Ils n'ont pas besoin de support de poids, ou du moins, ils ont besoin d'aide. Vous voyez, il y a 2 thérapeutes. Ils ont aussi besoin d'appui, entre autres, pour l'équilibre, mais ils peuvent faire ce type d'entraînement qui n'était pas possible pour eux avant. Donc, évidemment, les espoirs sont permis jusqu'à un certain point, évidemment, pour savoir est-ce qu'une telle technique, très tôt après la lésion, pourrait aider ou accélérer la récupération. Dans mon laboratoire, on ne fait pas de chirurgie. Je suis à la base physiothérapeute, clinicienne pendant quelques années, donc je n'utilise pas du tout de chirurgie. Par contre, nous utilisons la stimulation électrique de la moelle épinière, mais de manière transcutanée. C'est-à-dire qu'on va appliquer des électrodes sur la peau au niveau de la colonne vertébrale pour tenter d'augmenter les forces des connexions qui sont restantes. Nous allons aussi utiliser un autre type de stimulation, celle-ci du cerveau. Évidemment, vous allez vous dire, mais pourquoi stimuler le cerveau si la lésion est à la moelle épinière? Alors, comme je vous l'ai dit, comme des connexions sont restantes et que les connexions vont vouloir réparer ou du moins compenser pour la lésion, on veut améliorer ou les accompagner là-dedans, on veut les booster, je m'excuse pour le mot, mais on veut essayer de les rendre beaucoup plus efficaces et à ce moment-là, on va stimuler au cerveau pour que les connexions qui se rendent effectivement de l'autre côté de la lésion puissent être plus fortes, si vous voulez.
Ces deux types de stimulation, soit celle de la moelle épinière ou du cerveau, elles sont combinées avec des thérapies dans l'activité, notamment marcher sur tapis roulant ou être sur une plateforme de force qui peut être penchée vers l'avant et vers l'arrière. Et bien que ces études sont déjà mises en place, on attend encore l'approbation du comité d'éthique pour commencer à recruter pour cette expérience-là en particulier, qui combine la stimulation de la moelle épinière et la stimulation du cerveau pendant la marche, entre autres. Donc, mais ça devrait commencer d'ici la mi-année ou vers l'automne cette année. Puis, donc, je vous ai parlé de des techniques là, qui étaient vraiment très d'avant-garde, un peu plus de pointe, et qui ne sont pas du tout encore en clinique, mais qui devraient le devenir l'être bientôt. J'aimerais aussi vous parler de techniques qui sont déjà en partie en clinique, et puis dans le fond, qui auraient une possibilité d'utilisation beaucoup plus rapide. C'est la stimulation électrique fonctionnelle. La stimulation électrique fonctionnelle, c'est qu'en fait, on ne stimule pas le cerveau, on ne stimule pas la moelle épinière, on va stimuler directement au niveau du muscle. Et en stimulant ce muscle, on va tenter de permettre au cerveau d'avoir un meilleur contrôle sur ce muscle pendant une activité fonctionnelle. Donc, la stimulation électrique du muscle pendant une activité fonctionnelle. Entre autres, il y a plusieurs études en cours là, où on va aller combiner cette stimulation électrique fonctionnelle des muscles des jambes à une activité de pédalage, à une bicyclette, si vous voulez. Et communément, c'est le FES Bike. Là, souvent, vous allez entendre ce mot parce que c'est le jargon qui est souvent utilisé. Donc, la personne va pouvoir, qu'elle bouge peu ou beaucoup, va être capable va être encouragée à pédaler tout en ayant une assistance de stimulation électrique des muscles. Et ça, le fait de faire ça, ça semble montrer une amélioration au niveau du contrôle de ces muscles-là. Nous avons présentement une étude qui a été approuvée par les comités d'éthique et donc on est en recrutement, là on commence, où on utilise aussi la stimulation électrique fonctionnelle, mais cette fois-ci au niveau du tronc, donc du thorax et du dos. La raison, c'est qu'on veut raffermir le dos lors des activités de lever le bras, se lever debout, tourner, vraiment pendant des activités fonctionnelles de tous les jours. On veut les assister avec la stimulation électrique fonctionnelle pendant 8 semaines. Et on espère, en fait, c'est ce qu'on pense, on espère pouvoir améliorer la condition des gens ou leur mouvement par la suite, même après la fin de la thérapie. Donc, en fait, c'est un bref survol là, de l'impact de la recherche sur la réadaptation fonctionnelle des personnes ayant une lésion incomplète. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quand même plusieurs approches novatrices, sûrement vous en avez entendu parler avant, qui sont à l'étude pour permettre d'améliorer la marche. On espère évidemment que ces interventions-là seront disponibles à court, moyen terme afin de bonifier l'offre de services et l'offre de traitement des personnes et vraiment aller tenter d'améliorer la récupération. Évidemment, un point une attention, je pense, ce serait à dire, c'est sûr que ce n'est pas miracle, hein, c'est toujours, je pense que ce qui est important de voir, c'est le potentiel de ces mesures-là pour améliorer, pour bonifier la récupération. Les études qu'on fait présentement, c'est sur des personnes qui ont déjà la lésion, mais si peut-être on a une bonne récupération, d'implanter ou d'utiliser ces méthodes-là déjà en réadaptation rapidement après la lésion, peut-être qu'on aurait aussi une meilleure récupération à certains niveaux. Mais encore une fois, là, c'est de la spéculation. Donc, voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire. Et en fait, j'aimerais juste terminer, je m'excuse, je n'ai pas terminé la dernière diapositive. J'aimerais juste vous remercier pour votre attention et aussi merci aux gens qui participent au projet de recherche. C'est la meilleure manière qu'on a pour améliorer nos connaissances. Merci.